On va démarrer. Donc, installez-vous bien. Soyez un peu concentrés parce que ça va être dense. On va essayer d'être immersif, d'entrer comme ça dans l'histoire. Vous allez voir, ça va être sympa. Donc, le plan, rapidement. Comme vous savez, on commence toujours par les sources historiques fondamentales. Parce que bien évidemment, si on connaît des ponts d'histoire, c'est parce qu'on en a des témoignages. Alors, la plupart du temps, témoignages écrits. Vous savez l'importance que j'accorde aux témoignages écrits. Ensuite, il y a aussi les témoignages oraux qui, à mon avis, sont plus, pas plus discutables, mais en tout cas sont partiels, sont moins objectifs sur le fond et sur la forme d'ailleurs. Mais ça, c'est mon avis. Donc, ici, on va principalement se concentrer sur les sources écrites. Ensuite, on va voir on va dire le premier explorateur d'Afrique, le premier qui s'est aventuré à entrer dans l'Afrique subsaharienne, aller loin dans les terres, au milieu du 19e, donc Livingstone, un Écossais. Ensuite, on verra qu'il y aura une slide pour la géographie. On verra que la géographie a un impact important sur l'histoire. Comment la géographie draine enfin, comment dire, sépare des populations, des peuples, des bassins de commerce, etc. Donc, on va voir ce qui s'est passé au niveau du fleuve Congo, enfin, au niveau du bassin. Et puis après, on va voir rapidement les personnages de Stanley, de Brazza, tout ça, qui se sont frités dans la zone pour les zones d'influence pour la France et pour la Belgique, de part et d'autre. Et puis après, on va faire un focus sur le côté oriental du bassin, le côté qui a été plutôt, on va dire, dans un premier temps, dominé par les Arabo-Swahili, et puis après, rapidement, quand les Occidentaux sont arrivés, donc les Anglais, les Allemands dans un deuxième temps, et puis les Belges qui sont revenus. Donc on va voir toutes ces séquences. Il y a pas mal de leçons d'histoire à tirer de cette partie-là. Donc ça, c'est assez fondamental, notamment par rapport à plusieurs idées reçues, les fausses affirmations, les facilités, tout ça. On va essayer d'aller un peu plus profondément. Et puis on va voir ce qui s'est passé du côté occidental du bassin, notamment avec ce que j'appelle le monde Téké. C'est plus large que ça, mais ce qui s'est passé au niveau on va dire, de la fédération Téké, parce que c'était pas vraiment un royaume, mais bon, on va dire le royaume Téké, est assez emblématique en fait de ce qui s'est passé dans 60-70%, enfin une grande partie de l'Afrique et la manière dont ça a été dans la colonisation s'est perpétré. Voilà, on va voir un peu ce sera aussi un rappel sur les structures familiales rapidement, les modes de production rapidement. Ce sera vraiment une application en fait des lives précédents qu'on a vu, des lives un peu plus théoriques. Là, ce sera un peu plus concret. Voilà. Alors, les sources, rapidement, je vais aller très vite sur les sources. Donc, les sources, si vous voyez la présentation sur l'histoire du Royaume Congo, vous allez voir, enfin, le live sur le Royaume Congo, vous verrez que c'est à peu près, comment dire, ce sont les mêmes auteurs. Donc, Pigafetta, Duarte Lopez, le père Laurent Deluc, l'abbé Proyard, enfin. En gros, ce sont les sources les plus anciennes qu'on ait du bassin du Congo. Ça date à peu près du XVIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. Et globalement, avant ça, on n'a pas de témoignages en tant que tel sur le bassin du Congo. Contrairement, par exemple, à l'Afrique de l'Ouest, où on a des témoignages depuis le IXe siècle, voire même un peu avant. Notamment avec les Arabes avec les explorateurs arabes qui ont traversé le Sahara, tout ça, et qui ont écrit des chroniques. Ça, en Afrique centrale, ça arrive par les mers, et c'est XVIe siècle, quoi. Donc il y a au moins 5 siècles ou 4 siècles de gap entre, on va dire, les éléments de témoignage sur l'Afrique de l'Ouest et sur l'Afrique centrale.
Alors je vois qu'il y a Derek qui est arrivé, donc salut Derek, Derek Kabouya. C'est un plaisir de te voir ici. Hem, donc ça, ce sont les sources anciennes. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a les sources, on va dire, qui se passent à l'époque de la colonisation, donc au 19e siècle, qui on va appeler des sources tardives. Donc si les premières sources, c'était surtout des, comment dire? Des missionnaires chrétiens, des explorateurs, ou des commerçants, souvent, portugais, dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, il y a des Français, il y a des, même des Néerlandais. C'est que ces gens arrivent en fait au niveau de l'embouchure du Congo, ils rencontrent le bassin, comment dire? L'empire du Congo ou le royaume du Congo, et ensuite, en partant de là, ils ne rentrent pas dans les terres. Pendant 3-4 siècles, les Portugais ne sont pas rentrés dans les terres. Ils sont restés que autour du royaume d'Angola au sud, vous savez, hein, autour de Luanda, et au nord de l'Angola, ils sont restés au niveau du, 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 du- du nord de l'Angola, ils sont restés au niveau du royaume Congo. Et puis sur les îles, bien évidemment, Sao Tomé, Principe, tout ça. Mais ils ne sont pas rentrés dans les terres, en fait. Ils n'ont pas remonté le Congo pour entrer dans les terres. Ça, c'est plus tard, justement, et c'est l'histoire dont on va parler ce soir. Et donc, c'est à partir du 19e qu'on commence à avoir vraiment une description des royaumes d'avant. Donc, si chez les autres, si chez les sources, il y a très longtemps, on évoquait seulement comme ça, par exemple, le royaume Téké, c'est parce qu'on entendait parler, et probablement comment dire, les personnages qui se sont baladés dans la région, qui ont fait ces textes, ils entendaient juste parler d'un royaume Anzini, Anziko, quelque chose comme ça. Et en fait, c'était le royaume Teki, entre guillemets, qu'ils entendaient de loin, mais ils n'avaient jamais vu. Et c'est à partir du 19e siècle qu'on découvre ce monde-là du bassin du Congo à l'intérieur même. Et le premier, justement, à aller se balader dans la zone, on va voir, en partant du Cap, en Afrique du Sud, ça va être Livingstone. Et donc, voilà. Pour se rendre compte du décalage de ce qui se passe quand même, c'est que les sources de Livingstone, par exemple, Livingstone, il arrive dans la région à partir des années 1849. Ensuite, il commence à se balader à partir de 1850, 1855, tout ça, il commence à se balader dans la zone. Et donc, il commence à avoir les premiers témoignages sur ce qui se passe. Mais il faut avoir conscience qu'en Afrique de l'Ouest, les témoignages, il y en a plein. Déjà à cette époque, à partir du 17e, 18e, 19e, il y a plein de témoignages. Par exemple, on a déjà, vous savez que sur la chaîne, j'ai déjà fait une sorte de chronique lecture où je vous ai présenté le livre de Waymo Blyden, Islam, Christianity and the Negro Race. Et l'auteur de ce livre, qui est un Afro-Américain qui est rentré, enfin qui est parti des Amériques et qui est reparti en Afrique, au Libéria, qui était parmi les pères fondateurs du Libéria, bah, il s'est baladé dans la région dans les années 1860, 1850. Il s'était baladé en Afrique de l'Ouest, il a rencontré différents ennemis, des peuples, etc. Il les a décrits, par exemple, un Afro-Américain. Ça, en Afrique centrale, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de comparatif. En fait. En Afrique centrale, ça arrive vraiment, c'est très tardif. Donc déjà, dans la manière d'aborder l'histoire de l'Afrique centrale par rapport à l'Afrique de l'Ouest, c'est pas totalement la même chose du point de vue des témoignages écrits. Ensuite, donc il y a toutes les comment dire, les livres et puis les rapports de Livingstone. Et puis après, bien évidemment, il y a les livres et puis les témoignages de Stanley, qui s'est sérieusement baladé dans la région. Et donc qui a écrit pas mal de livres qui l'ont rendu célèbre d'ailleurs. Et voilà. Donc ça permet. Après, il y a aussi bien évidemment quelques témoignages arabo-swahili, des bribes par-ci par-là qu'on retrouve toujours d'ailleurs. Voilà, mais ça, ce sont des textes qui ont été archivés, on sait très bien où ils sont, etc. Enfin, il n'y a pas de. Tout le monde peut le lire, c'est accessible, etc. Bon, il y a probablement d'autres sources que j'ai oubliées. Alors, donc une fois qu'on a vu les sources, on en vient à la géographie qui fait l'histoire. Et ça, c'est fondamental à comprendre parce que la présentation va s'articuler autour de ça. Donc, il faut vraiment comprendre à ce niveau-là. Parce qu'après, derrière, on va voir que finalement,
l'histoire est en fait est complètement s'imbrique en fait dans cette géographie-là. En fait, ici, vous avez deux cartes. Vous avez une carte de l'Afrique que vous reconnaissez à gauche, et puis vous avez une carte du bassin du Congo qui est le bassin du Congo qui est au centre de l'Afrique. Ici, vous reconnaissez la trace en bleu du fleuve Congo que vous reconnaissez également sur la carte, sur enfin, le zoom sur le bassin du Congo. Et vous avez le bassin du Congo, enfin le fleuve Congo, qui fait une sorte de boucle qui part du sud, remonte. Donc le fleuve Congo prend ses sources en Zambie. Vous savez, au sud de la RDC, il y a la frontière avec la Zambie. Et en fait, pourquoi ça part de la Zambie? Parce qu'on on est sur les hauteurs. Vous savez que le nord de l'Angola jusqu'en Zambie, jusqu'au nord du Zimbabwe, tout ça, ce sont les hauteurs. Et quand on va dans le bassin, on descend topographiquement, on va vers le bas. Donc, on va vers des régions plus humides, des régions forestières très denses, assez hostiles par rapport aux animaux qui y vivent, etc. Et donc, la densité de population baisse aussi. Et historiquement, les structures sociales ou humaines ou politiques qui se sont développées dans la région se sont toujours développées autour du bassin. On ne connaît pas aujourd'hui un très grand royaume qui a fédéré énormément de personnes avec une structure politique assez évoluée qui était au cœur du bassin. On sait que par exemple le royaume Congo, c'était au nord de l'Angola, s'étendait un peu jusqu'au sud de la RDC, un peu jusqu'au sud du Congo, mais le cœur, c'était surtout au nord de l'Angola, donc sur des plateaux. On sait que tous les royaumes, Luba, Lunda, Kazembe, tout ça, c'était au sud de la RDC, donc presque à la frontière avec la Zambie. Donc c'est cette zone où le Congo prend ses sources. Les royaumes les plus structurés de l'Est, l'Urundi et le Rwanda, étaient plutôt sur les bordures du lac Tanganyika ici, d'ailleurs à l'emplacement où sont le Burundi et le Rwanda. Et donc ces différents royaumes étaient surtout autour du bassin, mais parce que tout simplement c'est plus propice de faire de l'agriculture sur des plaines qui ne sont pas trop humides, infestées par tout et n'importe quoi, avec des végétations trop denses, difficiles à défricher, etc. Donc le fleuve Congo, donc, il prend ses sources donc, de ces plaines du sud, depuis la Zambie, depuis l'Angola, avec les différents affluents que vous connaissez. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu, il y a le Kwilu, il y a le Lualaba qui va devenir le Congo, etc. Et donc le fleuve il va vers le nord comme ça, et puis après au niveau sur les hauteurs entre Kisangani et Lissala, le fleuve fait une boucle et revient vers le sud pour aller se jeter sur l'océan Atlantique. Et en fait, cette forme de boucle comme ça vers le nord qui revient vers comment dire, qui va vers le nord et puis revient vers le sud, on connaît ça un peu avec le Niger aussi. Le Niger a presque exactement la même configuration. Il prend ses sources au Burkina et aussi sur une partie sur le Mali et puis une partie sur la Guinée. Et puis après, il fait une boucle comme ça. Il passe par Gao, la pointe de la boucle, c'est Gao, et puis il redescend depuis la Guinée et le Mali, et puis passe par Gao, redescend comme ça jusqu'au Burkina, et puis se jette au niveau du Nigeria, etc. Donc c'est à peu près la même configuration en fait, c'est assez marrant. Et par contre, en Afrique centrale, il y a la particularité que on est dans une zone purement tropicale, alors que dans la zone en Afrique de l'Ouest, la partie nord est désertique. Donc comment dire, on a moins d'humidité, etc. En Afrique centrale, on est vraiment dans une zone purement humide. Donc la forêt équatoriale est très très dense. Pour ceux qui sont déjà allés en forêt vierge, c'est quelque chose. Et donc c'est dans cette région-là en fait que ça se passe. Et en fait, le bassin comme ça peut être subdivisé, est subdivisé en deux, si vous voulez, avec une partie est et une partie ouest, avec presque, je ne dirais pas deux pôles de civilisation, mais comment dire, deux pôles qui n'ont pas communiqué en tout temps, et qui ont vécu leur vie de manière assez indépendante, même si bien évidemment il y a eu des communications, il y a eu des échanges, mais très ponctuels.
À gauche, donc du côté est, c'est surtout, toute cette zone était surtout dominée enfin, il y a longtemps, avant l'arrivée des Européens, c'était surtout la domination arabo-swahili, parce que vous savez, sur les côtes de l'Afrique de l'Est, il y a toute comment dire, la civilisation arabe qui est partie depuis le golfe d'Aden, etc., qui est descendue juste le long, en faisant du commerce, hein, le long de l'Afrique de l'Est, et donc qui s'est installée sur les côtes, à Zanzibar, etc. Donc ça fait tout un pôle de commerce, et donc tous ces gens entraient jusque dans les terres pour faire du commerce. Tantôt c'était du commerce d'ivoire parce qu'il y avait des éléphants dans cette région, etc. Tantôt c'était du commerce d'hommes, de l'esclavage tout simplement. On prenait des hommes là et on les emmenait jusqu'à Zanzibar. On va l'évoquer tout à l'heure. Et puis on les envoyait dans les pays de Moyen-Orient, donc Irak, enfin, voilà, du Golfe Persique, etc. Même parfois jusqu'en Turquie, etc. Et donc ça, c'est ce qui se passe du côté est. Et du côté ouest, par contre, ces arabo-swahiliens ne sont pas allés du côté ouest. On n'a pas beaucoup de témoignages du fait que les arabo-swahili soient allés chercher des esclaves comme ça jusqu'au-delà de l'Issala, jusqu'à la frontière avec le Congo-Brazzaville aujourd'hui. On n'a pas beaucoup de témoignages. Donc on peut assez naturellement croire que les arabo-swahili ne se sont pas aventurés très très loin dans les terres de l'autre côté, tout simplement parce que les cours d'eau allant vers le nord font un axe nord-sud. Et vu que à l'époque, les voies naturelles de communication, c'était les fleuves, ben, il fallait suivre les cours d'eau, en fait, aller vers le nord et puis redescendre. Sauf que au niveau du nord, là, sur la branche principale du Congo, entre Kisangani et la Ruimi, qui est un affluent qui se jette dans le Congo, il y a là des rapides, il y a des chutes, quoi, des chutes qu'on appelle les chutes de Boyoma. C'est très beau. Si vous pouvez voir les photos chutes de Boyoma, vous allez voir que c'est très beau. Et en fait, cette zone n'est pas navigable. Et ça fait que, en fait, tout ce qui se passait, enfin, tous ces petites structures humaines, enfin, comment dire, ces royaumes, ces structures, ces commerçants, etc., ne se sont pas aventurés de l'autre côté de ces rapides-là et se sont surtout cantonnés dans cette zone. Aussi parce que les espaces sont immenses, hein, bien évidemment. Il y a une très grande forêt qui couvre toute cette zone-là, notamment au nord, là, au niveau de l'Ituri, etc. Une zone très connue avec des pygmées, etc. Et puis surtout aussi parce que les peuples qui étaient au nord de la boucle, qui sont les Ngala, étaient un peuple de farouches guerriers, très bien décrit par Stanley, et qui ne rigolait pas, quoi. Et du coup, ça fait que le bassin était un peu comme ça, comme scindé en deux. Et du côté gauche, donc, on a plutôt les Ngala qui dominaient un peu le commerce sur le fleuve Congo, avec les échanges avec les Téké, etc. Et donc, ça, c'est voilà, c'est vraiment les deux parties qu'on va voir plus tard dans la présentation ici. Donc ça, il faut garder ça en tête. Alors, là, on va d'abord laisser l'Afrique. Et on va repartir donc sur le sujet de la colonisation. Avant de revenir en Afrique et recontextualiser, on a jugé nécessaire de faire cette slide en fait sur pourquoi il y a eu la colonisation. En fait. Pourquoi la colonisation? Et c'est vrai que bon, il y a des débats, etc. Bon, il y a différentes théories, on va dire des théories plutôt de droite, de gauche. Mais bon, ici on essaie de donner la vision qui est la nôtre à partir des lectures qu'on a eues, etc. Mais qui n'est pas nouveau pour ceux qui suivent la chaîne. En gros, dans le monde occidental, à partir du XVIIIe siècle, mais en fait ça a commencé depuis longtemps, vous savez, c'est un processus dialectique, il y a deux forces qui se développent. Il y a deux pôles, on va dire deux pôles. Il y a un pôle conservateur, donc j'ai mis pôle conservatisme, et puis il y a un pôle progressiste. Alors le pôle conservatisme, il devrait être à droite, et le pôle progressisme à gauche, mais bon, c'est pas grave, on va le laisser comme ça. Alors, le pôle conservatisme, c'est en gros tout ce qui s'est passé, on va dire, avant le XVIIIe siècle.
Donc, ça part à peu près de l'époque où les royaumes en Europe ont commencé à vraiment à se structurer, à donner des États-nations. Donc, alors ça commence avec le Moyen-Âge, 9e, 10e, 11e, enfin à l'époque avec les guerres entre la France et l'Angleterre, tout ça, enfin l'époque où vraiment ces États se forment, et à partir du 15e siècle, donc quand les Espagnols ou les chrétiens catholiques chassent les musulmans de la péninsule arabique, à partir de là, on juge que les États-nations européens ont commencé à se structurer sérieusement. Et donc, tout le processus qui se passe là, depuis le Moyen-Âge, en passant par le 15e siècle, jusqu'à, on va dire, au 18e siècle, dans les années 1700, ce qui se passe, c'est qu'il y a une expansion de l'Europe dans le monde, une projection comme ça. Et donc, c'est toute l'époque de l'esclavage. Je ne vais pas rappeler ici le commerce triangulaire, l'esclavage en allant prendre des esclaves sur les côtes d'Afrique de l'Ouest, en les emmenant en Amérique pour travailler, etc. Et puis après, on récupérait les matières premières, etc. Pour alimenter, on va dire, le commerce européen. Donc, cette époque a été dominée par une politique qu'on appelait le mercantilisme, qui était une sorte en fait, comment dire, les rois européens de l'époque, comment dire, ils avaient comme ça des droits sur des territoires entiers, et ils étaient les seuls à pouvoir faire le commerce dans ces territoires qu'ils avaient acquis par la force. Toutes les forces économiques alternatives, telles que des commerçants qui n'étaient pas, par exemple, des gens, je sais pas, moi, des membres de la famille du roi, ou qui connaissaient pas le roi, enfin des commerçants lambda ou des artisans lambda n'avaient pas le droit, comme ça, d'entreprendre de manière libérale et faire un peu ce qu'ils veulent. Et donc, c'était le mercantilisme. Et bon, là, je simplifie vraiment. Et donc, c'était une période de rente où finalement, les rois, ils avaient, grâce à une armée qu'ils entretenaient, qu'ils formaient, etc., enfin des armées, ils arrivaient à envahir des territoires, les prendre un peu en otage, aller prendre des gens ailleurs, les faire travailler, etc., et avoir une sorte de rente. Et voilà, et ils gagnaient leur vie comme ça. Et donc, cette époque est décrite par certains comme une sorte de pré-capitalisme agraire, parce que finalement, surtout aux États-Unis et au Brésil, c'était la première fois qu'on met autant de personnes au travail, et à Haïti aussi d'ailleurs, autant de personnes au travail sur une densité de territoire petite. Et donc, ça a augmenté les rentabilités. Il suffit de voir les rendements de production je sais pas, du coton aux États-Unis entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle pour se rendre compte que c'est énorme. On passait de quelques milliers de kilos à des tonnes et des tonnes et des tonnes, des millions de tonnes. Et donc, c'était vraiment presque à l'échelle industrielle. Et donc, les nations qui étaient pionnières dans ce système-là, donc c'était l'Angleterre, la France, les Pays-Bas, les États-Unis, etc. Bon, les États-Unis dans un deuxième temps, quand ils vont prendre leur indépendance. Donc ça, on va dire, c'est l'ancien monde. C'est le monde d'avant. Sauf qu'à partir du 19e siècle, on l'a déjà évoqué avant, en Europe, les choses évoluent, on va dire, dans un processus, et il y a une sorte de... Il y a des figures libérales qui veulent s'émanciper un peu de la figure monarchique, la figure du roi. Donc dans l'histoire, on va les appeler les bourgeois. Et eux, ils veulent faire l'économie en ne se faisant pas taxer tout le temps par le roi, que le roi n'ait pas le monopole de tout. Ils veulent une libéralisation des secteurs, ils ne veulent pas payer trop de taxes. C'est un peu l'histoire de l'indépendance des États-Unis vis-à-vis du roi d'Angleterre. Ils en ont un peu marre de payer les taxes, ils veulent faire du business, etc. Donc c'est le personnage, on va dire, qu'on a appelé dans l'histoire le personnage du bourgeois, qui avait une vision du monde différente de la vision du monde d'avant. Donc ils étaient plutôt qu'être dans la rente, comme ça, comme avant, ils étaient plus dans la transformation, plus dans l'extension de la manufacture. Donc produire toujours plus en faisant travailler des gens, en transformant de la matière première, toujours aller plus loin, etc. Et également tout ce qui était vénalité des charges, c'est-à-dire que avant c'était la noblesse, c'était quelque chose on héritait d'être noble, c'était une sorte d'élection divine. Maintenant, dans le progressisme, c'est si tu as beaucoup travaillé, tu as été intelligent, tu as épargné de l'argent, tu as fait travailler des gens, tu as été stratège, businessman, tu peux acheter des fonctions, acheter des charges
Donc, c'est ce qu'on appelle la vénalité des charges. Et donc, ça, c'est vraiment le pôle progressiste bourgeois, on va dire. Donc, à un moment donné, ces deux visions du monde vont commencer à rentrer en clash. En gros, pour simplifier, une vision du monde ancienne, guerrière, où on prend de la rente, on s'emmerde pas trop, on fait travailler des serfs pour nous, etc. Et puis une vision du monde économiste, libérale, où on veut faire du business, on a besoin de beaucoup de matières premières, on a besoin des gens pour transformer, et par contre, on va payer ces gens avec un salaire, etc. Bon, donc, si on peut le faire, quand c'est possible. Parce que la vision libérale, c'est quand c'est possible. Quand c'est pas possible, bah, on va utiliser le travail forcé. Ça, bon. Et donc, ces deux visions du monde vont finalement s'affronter, vont commencer à s'affronter à partir du 19e siècle, du 18e siècle. Donc, c'est ce qui va donner, d'abord, même du 17e siècle même, ça va donner la révolution en Angleterre, avec la révolution de Cromwell. Le roi d'Angleterre va avoir la tête coupée, et puis il va avoir un rétablissement de la monarchie, etc. En France, ça va arriver un peu plus tard avec la Révolution française, où les bourgeois, entre guillemets, vont prendre le pouvoir. Le roi va être écarté, c'est la fin de la monarchie, c'est la République, etc. Et aux États-Unis, ça prend une autre forme aussi. On peut retrouver ça dans la guerre de sécession, où finalement, même si ce n'est pas totalement le cas, mais on peut retrouver ça, où finalement le Sud voulait garder un mode de production esclavagiste, et donc agraire, etc. Et le Nord était déjà dans une vision bourgeoise de manufacture, de transformation, d'industrie, etc., avec les grands industriels du Nord, hein, que vous connaissez, les Vanderbilt, etc., les JP Morgan. Et ça fait que, finalement, c'est le pôle progressiste qui va gagner partout. Partout dans l'histoire, c'est le pôle progressiste qui va gagner, et le monde va basculer pour nous emmener dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et ce qui est assez particulier avec cette nouvelle vision bourgeoise, parce que c'est la vision qui va dominer l'Afrique pendant la colonisation, c'est que ce sont des gens, bah déjà, ce sont des explorateurs dans le sens où ils creusent la science, ils sont vraiment intéressés par la science, parce qu'il y a une application, bien évidemment, derrière, il y a une application, il y a de la science pour gagner de l'argent, pour faire du business, transformer les choses, etc. Si vous voulez transformer de la matière, il faut comprendre des principes physiques, et pour ça, il faut faire de la science. Donc, il y a un grand engouement pour l'exploration, la science, la géographie. C'est une époque où, vous savez, le 19e siècle, la cartographie va énormément évoluer avec les techniques de triangulation, tout ça. La biologie, on commence à répertorier, vous savez, tout ce que Lamarck a fait, et puis après Darwin, tout ça, on est au 19e siècle. On a besoin de matières premières parce qu'il faut les matières premières, quand on va en Europe, on commence à avoir le moteur à explosion, on commence à avoir besoin des pneus en caoutchouc pour l'industrie, tous les systèmes d'engrenage, tout ça, on commence à avoir un certain nombre des besoins en termes de type de matériaux. Donc ces matières premières, il faut aller les chercher quelque part. Sauf qu'en Europe, il y a beaucoup de matières premières qu'on ne trouve pas ou qui ont déjà été épuisées depuis un certain temps. Donc, il faut aller les chercher ailleurs. Ensuite, au 19e siècle, l'Europe arrivait quand même déjà à saturation dans certains types de produits, c'est-à-dire des produits manufacturés de qualité pas très bonne étaient déjà arrivés à un certain niveau de saturation sur le marché local et il fallait les écouler quelque part. C'est un peu comme la Chine qui écoule des téléphones portables et des lampes électriques en Afrique, parce que concrètement, en Chine, le marché pour ces trucs-là n'est vraiment plus. Il faut qu'ils aillent chercher des nouveaux marchés où ils vont déverser leurs produits, on va dire de qualité moindre, parce qu'ils ont déjà amélioré leur niveau de technologie et qu'ils sont déjà à autre chose. Donc, bien évidemment, déjà à cette époque-là, c'est en Afrique qu'on est enfin, l'un des continents où on devait aller déverser ces matériaux, ces produits manufacturés, c'était en Afrique, mais pas que, hein, en Chine aussi, etc. à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, c'est toujours en Afrique, bien évidemment, qu'on vient déverser ces produits. En Chine, on n'a plus besoin, parce qu'en Chine, ils en fabriquent maintenant. C'est maintenant eux qui même exportent chez les autres, etc. Donc, c'est tout ce qui est produits manufacturés, bon marché, etc. Donc, ça, ce sont les raisons économiques de la colonisation, concret. Là, il n'y a pas d'histoire oui, on va civiliser, tout ça. Non, ça, ce sont les vraies raisons. Et d'ailleurs, si vous allez voir les citations, les déclarations publiques, notamment de plusieurs républicains en Europe,
tels que Charles Dilke, par exemple, ou bien, ça c'est chez les Anglais, mais vous allez chez les Français, vous allez chercher, je sais pas, Paul Leroy-Beaulieu, par exemple, ou d'autres, ils avaient des déclarations claires. Ils ne faisaient pas du Jules Ferry. Eux, c'était clair. C'était que le but de la colonisation, d'abord, c'est un but économique, avant tout. Le but, c'est ce que je vous ai décrit. Et là, d'ailleurs, on a une phrase de Charles Dilke qui dit « Là où sont les intérêts, là doit être la domination ». À mon avis, cette phrase est clé parce que c'est le credo de la colonisation, quoi. Là où sont les intérêts, là doit être la domination, point barre. Après, derrière, quand on vient dire oui, si projet de civilisation morale, abolition de l'esclavage, tout ça, il faut toujours avoir une raison. Mais concrètement, ça, c'est l'objectif et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire d'ailleurs. Donc, je pense que c'est important de rappeler quand même ces basics-là parce que, bon, voilà, il y a des sources si vous voulez faire un peu plus de recherche, creuser, etc. Mais vous pourrez poser des questions tout à l'heure dans le chat. Alors, donc, on revient à ce qui se passe en Afrique. Vous savez que je pense que c'est au XVIIe, les Néerlandais et les Anglais arrivent au Cap. Bon, les Portugais, déjà, ils étaient passés par là, mais eux, ils s'arrêtent au Cap et ils commencent à coloniser, le sud de l'Afrique du Sud. D'ailleurs, on a fait un super live sur les mouvements entre l'avancée des Afrikaners, des Boers, qui sont ces Européens néerlandais qui se sont installés au Cap en Afrique du Sud. Et on a vu les relations qu'ils ont eues, leur avancée, le trek, leur avancée, leur confrontation avec les chefs Zoulous, etc., les chefs Kossa, etc., et les dynamiques que ça donne dans la zone. Mais en fait, il faut juste faire la connexion entre les lives. Là, par exemple, j'évoque cette partie-là. C'est-à-dire, dans toute cette histoire, il y a un missionnaire au début du 19e siècle, enfin au milieu du 19e siècle. Donc, 19e siècle, ce sont les années 1800, donc 1840, qui s'appelle Livingstone et qui débarque au Cap. C'est un missionnaire chrétien. Donc, il aurait pour mission comme ça de christianiser les indigènes, entre guillemets, donc les gens qui habitaient là, les autochtones, et donc les Africains noirs, quoi. Et donc, d'abord pour parler du personnage en tant que tel, donc il est né en 1813 en Écosse, c'est un Écossais en fait. Et donc, en grandissant, il a connu l'époque de l'abolition de l'esclavage, parce que quand tu es né en 1813, tu es en pleine période où l'Angleterre fait des campagnes sur les mers pour abolir l'esclavage. Vous savez que l'Angleterre a été moteur, une Angleterre, je sais pas, a été moteur dans cette vague-là, et ils ont arrêté des bateaux négriers, enfin, c'est concret. Et donc, dans toute cette époque, début du 19e, probablement dans les médias locaux, on parlait que de ça. C'est comme aujourd'hui quand on parle, on regarde les infos, tout ça. Cette vision d'abolition de l'esclavage chez les Anglais était très prégnante. Après, on peut dire pourquoi les Anglais ont commencé à abolir l'esclavage. Bon, il y a plein de raisons. Moi, à mon avis, c'est parce qu'ils avaient compris que l'esclavage n'avait plus beaucoup d'avenir et qu'il fallait se tourner vers la colonisation. Parce que et d'ailleurs, à mon avis, c'est pas par hasard qu'il y a eu d'abord la révolution progressiste, entre guillemets, en Angleterre, parce qu'à mon avis, les bourgeois anglais, ce sont les meilleurs de tous. Ils ont compris avant tout le monde et qu'ils ont compris qu'il fallait changer de business plan. Et d'ailleurs, la monarchie anglaise a fait la même chose que leurs bourgeois. C'est pour ça qu'en Angleterre, il y a une monarchie constitutionnelle et qu'il n'y a pas une république avec on va dire, des bourgeois qui sont allés jusqu'au bout, jusqu'à la fin, etc. Bref, donc les Anglais sont pionniers dans ce domaine-là, ils commencent à pénétrer dans l'Afrique, et donc Livingstone est un peu le symbole de tout ça. Donc à partir de 1840, il est lâché au Cap, il rentre dans les terres, il avance jusqu'au Botswana, et à partir du Botswana, il commence à explorer toute la région, de la Zambie, de l'Angola, il va aller même jusqu'à la région des Grands Lacs, etc., au bord du Tanganyika. Et donc, bon, comment dire, il faut voir le détail dans sa vie. Ce type de personnage, c'était quand même alors, le côté moral, ok, on peut en discuter, si tant est qu'on ait tous les éléments pour en parler correctement. Mais on ne peut pas enlever à ces gens qu'ils avaient une détermination et une envie de curiosité quand même incroyable. Parce que, autant, c'est vrai que Stanley, il se baladait avec il avait des centaines, il avait peut-être, chaque fois pour ses missions, il avait entre 100 et 300 personnes qui étaient avec lui, avec des fusils, etc. Autant Livingstone,
il était presque seul, quoi. Et il y avait quand même une envie de curiosité, de découvrir, et cetera. Notamment, la question de l'époque, c'était comprendre l'hydrographie de l'Afrique. Parce que quand on se baladait sur les côtes, on voyait l'embouchure du Congo, on voyait l'embouchure du Nil, on voyait l'embouchure du Zambèze, on voyait l'embouchure du Niger, mais on ne savait pas dans les terres comment ces cours d'eau étaient. Et on croyait par exemple que le Congo et le Nil avaient une même source. Et le premier justement à avoir démontré que le Congo venait plutôt de l'Angola, donc avait un bassin, comment dire, un bassin à lui, enfin un bassin versant propre qui venait de l'Angola, des cours d'eau qui venaient de l'Angola et de la Zambie, et que le Nil, lui, il partait plutôt plus au nord-est, en partant du Tanganyika, du Burundi, etc. Donc le premier à avoir montré cette déconnexion des deux bassins, c'est Stanley. Et pour montrer ça, il a dû se balader sur des kilomètres et des kilomètres le long des cours d'eau, puisque c'est lui qui a, pour la première fois, on va dire, décrit le Zambèze, les chutes du Zambèze, qu'on a appelé les chutes Victoria Fall. Pour la première fois chez les Européens, c'est lui. Il a, pour la première fois, décrit la vallée du Kasaï, etc., etc. Donc, il a répertorié toute la zone. Ensuite, il y a le personnage qui va arriver beaucoup plus tard, qui est le personnage de Stanley. Alors, juste pour rappeler un peu comment dire, le personnage de Livingstone, ce sont des personnages quand même qui sont très durs. Il faut savoir que Livingstone, par exemple, il était tellement omnibulé, il était tellement dans le truc qu'on peut dire qu'il a presque négligé sa famille, puisque sa femme l'a suivi en Afrique, il a perdu, il me semble, son fils et sa femme, ou un truc comme ça. À peine il est reparti faire les enterrer en Angleterre, à peine il est revenu en Afrique et il est reparti dans sa mission. Et il repart dans sa mission. Et après, dans un deuxième temps, on verra hein, les parcours de Stanley, de Livingstone. Il part jusqu'au bord, jusqu'au Malawi, et puis au nord de, de, de la Zambie, jusqu'en en Tanzanie actuelle, et un peu, je pense, en Tanzanie actuelle. Et en fait, c'est là-bas qu'il va rencontrer Stanley, parce que Stanley va être mandaté par un journal américain. On va lui demander d'aller retrouver Livingstone, ce fameux explorateur anglais ou écossais qui s'est perdu en Afrique. Et donc, Stanley, il aura ce mandat de retrouver Livingstone, et donc il va le retrouver au bord du lac Tanganyika. Et Livingstone, il va refuser de repartir avec Stanley, en disant qu'il préférait rester là parce qu'il continue toujours à explorer, il n'avait pas fini sa cartographie, etc. Donc ça, c'était en 1871, et il mourra 2 ans après au bord d'un lac là au nord de la Zambie. Et donc, ce type de personnage, c'était quand même, voilà, quand même des personnages déterminés dans leur mission. Et ils ont eu des vies quand même, quand on voit les descriptions de ce qu'ils ont fait, bon, il fallait le faire, quoi. Ensuite, il y a le personnage de Stanley qui, lui, de ce point de vue-là, comment dire, c'est vrai qu'il a eu plus de moyens que Livingstone, mais je pense que jusqu'à aujourd'hui, personne n'a descendu et remonté le fleuve Congo depuis ses sources comme Stanley, je pense. Il a fait aller-retour. Quand il arrivait au niveau des cataractes et que ça passait pas, parce que les bateaux ne pouvaient pas passer, on démontait les bateaux, on les mettait à dos d'homme et puis on avançait. Il a affronté des villages. C'est vrai qu'il a massacré beaucoup de villages, mais il y a aussi plein de villages qui ont massacré, qui les ont décimés, qui ont décimé leurs compagnes. Bon, bref, on verra son parcours. Mais bon, lui, c'est particulier parce qu'il a eu une enfance très dure. Il n'a pas connu ses parents. C'était très difficile. Et à 15 ans, donc il est né en Angleterre. À 15 ans, il va aux États-Unis. Il participe à la guerre de sécession. Enfin, et puis après, il commence à travailler pour un journal américain, le New York Herald. Et c'est ce journal-là, en fait, qu'il mandate pour aller chercher, pour la première fois, aller chercher Livingstone en Afrique. Donc ça, c'est dans les années 1871. Ouais, c'est en 1871 qu'il retrouve Livingstone. Donc après, il va accomplir plusieurs missions. D'abord, il va partir 2 fois pour ce journal-là, le New York Herald. La première fois en 1871, et puis la deuxième fois en 1873. C'est là qu'il va descendre le Congo,
jusqu'en 1877. Et puis après, il va repartir, et c'est là qu'il va se faire maintenant mandater par le roi là, belge Léopold II pour partir, on va dire, positionner aller mettre voilà, essayer de travailler pour lui à acquérir des terres dans le bassin du Congo pour créer ce qui va devenir l'État indépendant du Congo qui appartient au roi belge et qui est très connu pour tous les scandales horribles qui sont arrivés. Donc ça, c'est sa troisième mission. Et après, il va avoir une dernière mission où il va repartir pour délivrer un médecin allemand qui était bloqué au sud du Soudan, dans une région qui s'appelait l'Équatoria. Ce médecin allemand, son surnom, c'était Emin Pacha. Bon, bref. Si vous ne connaissez pas l'histoire, essayez un peu de creuser, vous allez voir. Parce que, voilà, c'est assez étonnant comme type de personnage et puis comme ce qu'il a fait. Ensuite, il y a le personnage, bien évidemment, de Pierre Savarin de Brazza, qui est plutôt une sorte de Stanley français ou de Livingstone français, mais qui n'est pas pareil en termes d'histoire et de vécu, parce que les deux autres, ce sont des pauvres nés dans des quartiers difficiles, enfance difficile. Bon, de Brazza, c'est presque un aristocrate, il est riche, bref, enfin, riche de naissance, et il prend la nationalité. C'est un Italien d'origine, il est né à Rome, mais il prend la nationalité française. Ensuite, il s'engage dans la marine. C'est comme ça qu'il arrive au Gabon pour la première fois à Libreville. Et donc, avec son propre argent, il décide d'aller explorer l'Ogooué, qui est, vous savez, le fleuve Ogooué. Donc, il remonte l'Ogooué la première fois et il arrive jusqu'à, en abandonnant l'Ogooué en amont, en marchant un peu, il arrive jusqu'à la Lima, qui est un cours d'eau qui est au Congo-Brazzaville. Et à partir de ce moment, il décide de retourner parce qu'il n'avait plus les moyens, il n'avait plus les moyens, etc. Donc, il repart en France pour essayer maintenant de chercher des subventions pour repartir, faire maintenant une vraie exploration d'Afrique, etc. Mais il va galérer, etc. On va le refinancer par une association plutôt privée. Donc là, il va faire sa deuxième mission et il va aller en 1881, il va aller signer ce fameux accord avec le roi Téké, Léopold, le roi Téké, le Makoko Téké. Et donc, bon, on verra toute cette histoire, mais cet accord qui n'était pas du tout un accord ratifié, qui était de son propre gré, il n'était pas du tout mandaté par la France, bref. Quand il va le faire, il va maintenant aller en France avec cet accord pour essayer de le faire ratifier, le faire accepter à l'Assemblée, etc. Bon, vous voyez un peu l'histoire. Tout ça pour rappeler que la colonisation du bassin du Congo, ce n'est pas fait par des États dans un premier temps. Ça s'est fait par des missions personnelles. Vous voyez que Stanley, il a été subventionné par des journaux américains. De Brazza, il a été subventionné une partie par son argent, une partie par une association internationale de géographie ou je ne sais pas quoi. Et c'est dans un deuxième temps que les États vont commencer à s'impliquer parce qu'ils vont commencer à sentir un intérêt. Parce que là, on est dans les années 1870, mais la conférence de Berlin va arriver 15 ans après. Donc, vous voyez bien qu'il y a un décalage entre le moment où les États vont prendre le pas, etc. Et voilà. Donc, pour le personnage de Pierre Savorgnan. Et puis, c'est un personnage assez controversé parce que bon, l'histoire française le retient un peu comme une sorte de gentil dans l'histoire de la colonisation. C'est vrai qu'il a produit 2 rapports qui ont dénoncé ce qui est arrivé dans les colonies après qu'il ait été écarté, parce qu'il a été écarté, parce qu'il était contre, on va dire, ce projet des compagnies de concession qui est un projet purement bourgeois. C'était donner des immenses ponts des territoires entiers de plusieurs kilomètres carrés à des sociétés privées qui géraient là-bas comme ils voulaient. C'est-à-dire qu'ils envoyaient une police, ils faisaient le travail de police là-bas, ils faisaient travailler les gens comme ils voulaient, c'est eux qui rendaient la justice, et voilà, ils faisaient ce qu'ils veulent. C'était les compagnies de concession. Voilà, les compagnies. Et lui, officiellement, c'est connu que de Brazza, il était assez opposé à ça. Donc il avait fait, avant tout ça, il avait fait un rapport sur l'une de ses missions en 82, mais surtout, il avait fait un deuxième rapport enquête, je pense, dans les années 1903, avant qu'il meure, pour dénoncer justement ce qui s'était passé, je pense, dans la région du Bangui, parce qu'il y avait eu bref, une histoire très horrible. Donc, où il y a deux sergents, je sais pas, 2 petits chefs qui avaient mis un explosif sur un indigène et qui s'avait fait exploser, etc. Donc, ça avait fait un tollé, il était reparti, il avait fait un rapport.
Et ce rapport avait été caché. Et ce rapport, je ne l'invente pas, a été ressorti en 2014. Le rapport que De Brazza a rédigé dans les années 1904 a été ressorti en 2014. Et je ne me rappelle pas l'avoir vu dans les médias, mais en faisant un peu de recherche, j'ai découvert ça. Pour vous dire que le personnage, il est complexe. Mais on verra que dans l'histoire avec les Teke, il a été vicieux parce que ce qu'il a fait, il a vraiment trompé le Makoko plusieurs fois. D'ailleurs, pour ratifier un traité avec un gars qui ne comprend pas totalement ce qu'il lui a dit, c'est forcément de l'arnaque. Mais voilà, c'est un peu la complexité de l'époque et des personnages et de l'histoire, etc. Ensuite, ici, c'est un peu, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire et qui le découvrent, c'est un peu un résumé pour montrer en gros ce qui se passait à l'époque. En gros, entre 1840 et 1800, enfin, entre 1849 et 1873, Livingstone se balade dans la région. Il part du Bechuanaland, donc du Botswana actuel. Vous savez, le Botswana actuel, il est au sud de la Zambie, hein, ce qui, pour rappeler un peu votre géographie. Et donc, il est remonté le long du Zambèze. Il a atteint les chutes du Zambèze ou de la Victoria, Victoria Falls en 1855. Ensuite, il est parti en Angola jusqu'à. Donc, il est parti. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte, quoi. Il est parti de Hapi. Depuis les chutes du Zambèze, il est remonté sur les différents cours d'eau. Il est arrivé sur la côte ouest, donc pas loin de Luanda. Il est reparti de là-bas. Il est parti de l'autre côté. Il a redescendu le Zambèze jusqu'à ce qu'il a atteint à hauteur là, de la RDC. Ensuite, il est remonté, il est parti il est parti jusqu'à la côte est, donc la côte du Pacifique. Et donc, c'est le premier Européen qui a connecté, qui a fait comme ça, d'est en ouest, peut-être même le premier humain, je ne sais pas si quelqu'un l'a fait avant, de l'Atlantique au Pacifique, en traversant l'Afrique à pied. Et ça, dans un premier temps, et puis après, dans un deuxième temps, il part sur le bord du lac Tanganyika, etc. Donc ça, ce sont des années jusque des années 1855, 1870. Donc lui, c'est vraiment le pionnier. Parce qu'après, c'est derrière, dans un premier temps, donc comme je vous ai dit, Stanley est mandaté par un journal, le New York Herald, pour aller retrouver Livingstone. Donc Stanley arrive par la Tanzanie, par Zanzibar. Bon, vous savez qu'à l'époque, Zanzibar était était dirigé par des sortes de monarchies arabes, des petites monarchies arabes. Et donc, il pénètre les terres depuis le Zanzibar. Zanzibar, c'était en général un point d'entrée dans les terres assez classique, on va dire, à l'époque. Parce qu'il n'y a pas eu que Stanley et Livingstone, il y a eu d'autres qui sont baladés dans la région, qui ont décrit les lacs, etc. Et donc, il pénètre de là-bas et donc, il va à la recherche de Stanley. Ensuite, il retrouve Stanley au bord Livingstone. Il le retrouve au bord du lac Tanganyika, là. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il lui propose de repartir, il ne veut pas, etc. Donc, il rebrousse chemin. C'est la première mission de Stanley. Ensuite, il a une deuxième mission. Ça, c'est plutôt une mission exploratrice, puisque le même journal le refinance, lui donne de l'argent, et il repart en Afrique. Là, il n'y avait pas de but lié à, je sais pas, un État ou quoi que ce soit. C'est vraiment un journal qu'il finance pour qu'il découvre des choses, qu'il écrive un livre et qu'ils aillent le publier pour gagner de l'argent, si vous voulez. Donc, il repart depuis le Zanzibar. Il pénètre, pareil, par la Tanzanie, tout ça. Il arrive au bord du lac Tanganyika. Et pour la première fois, il pénètre sur le territoire de la RDC actuelle. Donc, il arrive sur le fleuve, l'amont du fleuve Congo, qui est le ou la Lualaba, qui est avant que, on va dire que le Congo arrive au niveau de Kisangani, la partie en amont s'appelle le Lualaba. Et puis après, quand on passe les chutes de Boyoma, là, au niveau de Kisangani, et puis après, ça devient le fleuve Congo, au nord. Et donc, il part de cette région. C'est la première fois qu'il rencontre un esclavagiste arabo-swahili noir qui s'appelle Tipo Tip. Il le rencontre, il s'allie d'amitié, je pense, et puisqu'il propose à Tipo Tip de partir plus loin, aller justement explorer des territoires plus loin, parce que Tipo Tip, il faisait son business d'achat et des reventes d'ivoire et d'hommes, c'est un esclavagiste,
dans cette zone que je vous ai décrite tout à l'heure, cette ligne qui sépare, on va dire, le bassin de la partie ouest de la partie est. Donc Stanley lui propose de partir justement visiter la partie ouest en descendant le bassin, le fleuve Congo. Il s'embarque pour une expédition. Chipotip, finalement, on a marre parce que les conditions sont trop difficiles, l'abandonne et Stanley continue. Donc là, c'est sa deuxième mission. Je pense qu'on est dans les années 1874. Ensuite, il redescend le Congo en partant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il part de Kisangani, là. Il remonte jusqu'à Lissala. Quand il arrive au niveau du croisement avec le fleuve là, qui s'appelle la Ruimi, là, au nord de Kisangani, il est attaqué par des autochtones, des indigènes, enfin des ethnies qui habitent, des peuples qui habitent là. Il est obligé de fuir parce qu'il n'y a pas de rapport de force défavorable pour lui. Ensuite, il arrive à Lissa, dans la région de Lissala. Il tombe sur les Ngala, qui sont là, pareil, rebelote. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait un chef féticheur qui était terrible, mais qui sera tué dans les années 1890, qui s'appelait Boulouza, qui va, pareil, faire fuir Stanley, ils vont fuir tout ça et ils vont descendre le Congo. Et ils vont arriver en 1877. Il va arriver au niveau du royaume Téké, notamment au niveau de ce qui va devenir Kinshasa. Donc Brazzaville, Kinshasa, tout ça. Arrivé là, il rencontre un gars qu'il trouve sympa, qui s'appelle Ngaliema. Ce Ngaliema là, il aura un rôle fondamental dans l'histoire du royaume Téké. Il s'allie d'amitié avec ce Ngaliema là, au point de faire un pacte de son. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils font une sorte de pacte de son où, je ne sais pas, ils se tailladent la main et ils se saluent comme ça, en sorte de pacte de son, genre amitié, parce qu'on s'est apprécié. Après ça, donc toujours en 1877, il continue à descendre. Vous savez que quand on arrive au niveau de Brazzaville, il y a à la frontière, entre Brazzaville et Pointe-Noire, il y a le fleuve Congo qui s'élargit avec une île au milieu. Enfin, plusieurs petites îles, mais la plus grande île s'appelle l'île Mbamou aujourd'hui. À l'époque, ça ne s'appelait peut-être pas comme ça. Et c'est à ce niveau-là donc il rencontre ce Itingalimala, puisqu'il va revenir là, et c'est pour ça qu'on y aura Kinshasa dans cette zone-là. Et donc quand il finit, quand on dépasse Brazzaville et Kinshasa, on continue à descendre en descendant le Congo pour aller vers Matadi et puis vers l'océan à l'ouest. On tombe sur des rapides. C'est-à-dire la zone n'est pas navigable. Aujourd'hui, on appelle ça les chutes Livingstone. Je ne sais pas pourquoi, parce que Livingstone n'a jamais été là-bas. Bon, bref, c'est n'importe quoi. Et au passage, d'ailleurs, cette zone où le fleuve Congo s'élargit et où il y a cette île-là, pour ceux qui voient un peu la zone, ça s'appelle le Poul. Aujourd'hui, la région du Congo qui borde cette zone s'appelle le Poul. Pourquoi? Parce que Stanley avait dénommé la zone Stanley Pool. Et Pool, c'est piscine. Donc, il avait dénommé cette zone la piscine de Stanley. Vous voyez un peu, le personnage. Ensuite, quand on passe à cette hauteur, on rentre dans les rapides. On rentre dans les rapides. Et cette zone n'est pas navigable. Ça, c'est important en fait. Pourquoi? Parce que vu que cette zone n'est pas navigable, c'est ce qui a empêché déjà historiquement que, par exemple, le royaume Congo remonte beaucoup plus au nord en exploitant le fleuve. Donc, c'est fondamental. Mais surtout, c'est ce qui a obligé les Belges, notamment avec l'État indépendant du Congo, de construire un chemin de fer entre Kinshasa et Matadi pour contourner justement cette zone qui n'est pas navigable. Mais Stanley, arrivé là, il ne s'arrête pas. Il démonte les bateaux. Avec ces gars, il démonte les bateaux, les bateaux machin, ils les mettent à dos d'homme et ils contournent les rapides à pied. Quand ils arrivent dans des zones montagneuses où ça ne passe pas, où le ravin est trop serré et on ne peut pas passer dans la vallée parce qu'il y a le cours d'eau qui coule en bas, ils y vont à la dynamite. Ils détruisent à la dynamite pour arriver jusqu'à Matadi. Et c'est pour ça que les autochtones ou les indigènes, enfin les peuples qui le rencontrent sur son chemin, le surnomment Mbula Matadi. Mbula Matadi, c'est la pluie de pierre, si vous voulez. Voilà. Pourquoi? Parce que il faisait exploser à la dynamique les pierres. Et il a créé ce chemin qui a permis de connecter la zone de Kinshasa jusqu'à la mer, à Matadi. Et donc, il arrive en 1877 à Matadi, et il arrive donc au fleuve. Donc, il a remonté
entre 1874 et 1877, il a fait tout le Congo. Il est parti de l'amont jusqu'à l'aval, jusqu'à l'océan. Et en fait, quand il va revenir une quatrième fois au Congo, il fera l'inverse. Il repartira depuis l'embouchure, sur l'océan Atlantique, et il va remonter tout le Congo pour repartir dans la région de l'Est du Congo et puis du Soudan, parce que voilà, c'est toute une histoire où il va aller retrouver un autre gars, etc. Bon, ça c'est une autre histoire. Ensuite, donc en 1877, il arrive donc, à l'océan Atlantique. Et pendant ce temps, de Brazza, lui, il arrive par l'Ogooué, donc un peu plus au nord. Et donc, il commence à explorer l'Ogooué. Et puis après, il arrive dans la région de la Lima, enfin au niveau du Congo-Brazzaville. Et lors de sa deuxième mission, c'est là, en 1880, qu'il rencontre, après avoir rencontré plusieurs chefs intermédiaires, tout ça, il rencontre le roi Teke Makoko, le Makoko, qui s'appelait Iloï Ier à l'époque. Et donc, il signe une sorte de traité de protectorat où finalement, s'il y a un problème, la France va protéger ton pays, tout ça, avec tout un tas de blabla, une arnaque. Et donc, le Makoko, il signe, parce qu'à l'époque, c'était assez classique. Quand il y a un étranger qui venait, il emmenait beaucoup de cadeaux, il emmenait des présents. Rappelez-vous, le but, c'était d'écouler des manufactures de bon marché. Donc, c'était une bonne occasion de venir avec des manufactures de bon marché pour des gens qui n'avaient jamais vu ce type de bibelot. Bien évidemment, c'est tombé du ciel. Et donc, on venait comme ça et puis on échangeait des choses, etc. Et il faut, apparemment, dans l'histoire, ce qu'on retient, c'est que ça a beaucoup séduit le Makoko. Le fait qu'on donne des choses, on échange des choses, etc. Bon, connaissant les gens jusqu'à aujourd'hui, ça ne m'étonne pas que ça les séduise. Quand on voit que, voilà, c'est vrai que les bibelots qui viennent d'Europe séduisent toujours les gens jusqu'à aujourd'hui, bien évidemment. On va dire le contraire. Et donc, ça, c'est pendant la deuxième mission de Brazza, donc en 1880. Et cette mission est importante, pourquoi? Parce que après avoir signé le traité, il va essayer d'installer une sorte de pacte, on va appeler ça comme ça, un pacte Teke, comme il y a, je sais pas, il y a un pacte Romana, ou je sais pas, Americana, je sais pas quoi, une sorte de pacte de paix sur le long du Congo, qui borde, donc la portion qui borde le fleuve Congo, enfin, Congo-Brazzaville. Et il essaie de faire un pacte pour permettre de faire le commerce paisiblement sur le fleuve. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait les Ngala, qui était justement ce groupe, enfin ce peuple qui partait de la boucle de l'Issala, la boucle Congo au nord, qui redescendait le fleuve. Et les Ngala, ce n'étaient pas des rigolos. Alors, un coup, ils faisaient du commerce, un coup, quand ils n'avaient pas envie de faire du commerce, ils rasiaient les villages. Et donc, les Tékés, ils étaient réticents à ça et ils disaient que on ne peut pas faire du commerce librement sur le fleuve parce que les Ngala, là, ils sont là et que à tout moment, ils peuvent débouler, etc. Donc, l'une des stratégies de Brazza, c'était de faire ratifier un traité entre les Ngala, là, enfin un groupe des Ngala qui s'appelait les Bobangui, entre eux, les Tékés et les Français, pour le coup, alors qu'ils n'étaient pas officiellement mandatés par la France, mais il se fait passer genre comme s'il était mandaté par la France, donc il montait. Donc là, on est encore dans les années 1880. Et donc, ils vont signer un traité, etc. Et avec ces deux traités, il va essayer d'aller les faire ratifier en France. En sachant que Stanley et Léopold devront tout faire pour empêcher d'aller le faire ratifier. Bon, bref, ça, on va en reparler tout à l'heure, quand on va faire un focus sur le royaume Téké. En parallèle, donc, Stanley, il arrive, donc, quand il arrive à l'océan Atlantique et tout, il repart donc en Angleterre. Et c'est là, donc il repart en 1877, et c'est là qu'il se fait embaucher par Léopold II pour aller justement mener cette mission de conquérir, on va dire, installer des postes et prendre le territoire de ce qui va devenir l'État indépendant du Congo, le fameux, et qui va appartenir au roi Léopold II. Donc, Stanley va repartir en 1879. Il va commencer à essayer de mettre des postes. Et rappelez-vous, Stanley, il s'était lié d'amitié avec ce Itingaliema, qui était un féodal Téké, mais qui était du côté de la RDC. Il va jouer un rôle fondamental. Rappelez-vous de ça, parce qu'on va revenir dessus. Grâce à cette amitié-là, et puis à d'autres rencontres qu'il a eues, il commence à tirer un peu ses marrons du feu, il commence un peu à étendre le territoire, etc.
quand il fallait faire la guerre, bien évidemment, ils rasiaient des villages, etc. Et surtout, le projet le plus important, c'était de bien travailler sur le tracé de chemin de fer entre l'embouchure, donc Matadi, tout ça, et ce qui va devenir Kinshasa. Donc ça, c'était un gros chantier qui permettrait de faire du commerce, parce qu'il faut vous rendre compte que quand il y avait des commerçants, colons, donc anglais ou enfin surtout français, un peu portugais et belges à l'époque, qui voulaient faire du commerce à l'intérieur, donc à hauteur de Brazzaville et Kinshasa, quand il y a des matières premières qui arrivaient à la côte, ils étaient obligés de mettre tout sur le dos, sur dos d'homme et marcher sur ce qu'on appelait la piste des caravanes, mais c'était une piste pourrie. Et ils étaient obligés de mettre tout à dos d'homme, donc démonter presque tout et les emmener jusqu'à Brazzaville, tout ça, en partant en général de Luango, enfin des localités qui sont au bord du Congo, enfin, sur les côtes du Congo, et venir à pied sur des kilomètres et des kilomètres. Aujourd'hui, c'est un chemin de fer qui permet de connecter ça. Mais à l'époque, ils marchaient pendant des jours et des jours pour connecter justement, pour arriver jusqu'à la zone à la hauteur de Brazzaville où il y a maintenant où il y a des chutes, où il y a des rapides et c'est pas accessible. Donc, ce chemin de fer-là avait un rôle fondamental dans la zone, etc. Ensuite, à partir des années 1885, puisque de Brazza, il repart en France, après avoir fini dans les années 1880, il repart en France en 1882 pour essayer, comme je disais, de faire ratifier. Et derrière lui, Stanley revient et Stanley essaie de plomber ses plans. Il essaie de piquer, on va dire, toute la partie du royaume Téké de Brazza, etc. Il va mettre en place des magouilles, on va voir tout à l'heure. C'est là où interviendra un personnage majeur qui est un Sénégalais, qui s'appelle Balamine. Et lui, c'est en gros, c'est en grande partie grâce à lui que le Congo-Brazzaville est probablement resté français. Il a eu un rôle fondamental. S'il n'était pas là, c'est possible que le Congo-Brazzaville, ou en tout cas une bonne partie du Congo-Brazzaville, soit devenu peut-être mélangé à la RDC ou bien appartenait aux Belges ou quelque chose comme ça. Il a joué un rôle fondamental. On oublie souvent de le dire, donc on reviendra dessus. Ensuite, bon, dans les épopées de Stanley, quand il va finir sa troisième mission, donc de créer l'État indépendant du Congo, on arrive là à partir des années 1885, c'est la conférence de Berlin. Donc on se sépare, l'Afrique avec des frontières qui sont maintenant plus ou moins franches. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la conférence de Berlin, elle s'est faite à cause du bassin du Congo. Il faut savoir que les Français avaient déjà pied sur le Sénégal depuis les années 1850, 54, etc. Bon, déjà depuis bien avant, sur les îles, Saint-Louis, tout ça. Mais ils ont commencé à prendre pied vraiment à partir des années 1854, 1860, Faidherbe, qui commence un peu à progresser dans les terres, etc. En Afrique centrale, il y a eu un décalage, c'était un peu plus tardif. Et dans la zone même du bassin du Congo, c'est vraiment dans les années 1885 où les administrations vont commencer à vouloir structurer, mettre des compagnies concessionnaires, etc. etc. Et donc, les limites vont commencer à devenir un peu franches entre cette zone appartient à l'Angleterre, enfin à la Belgique, cette zone appartient à la France, etc. Et pourquoi la conférence a été enclenchée? C'est à cause de cette région. Pourquoi? Parce que les Portugais étaient placés depuis longtemps à l'embouchure du Congo. Parce qu'ils sont arrivés là depuis le XVIe siècle. Et ils ont donc c'est toute l'histoire du royaume Congo, etc. Donc ils étaient toujours, d'ailleurs, ils ont participé à détruire le royaume Congo complètement, façon puzzle, ils ont complètement fait éclater le royaume Congo en 2-3 siècles. Ensuite, ils ont pris pied dans la région, notamment au nord de l'Angola. Et donc, vu qu'ils avaient pris pied dans la région, ils revendiquaient toute la partie sud du Congo-Brazzaville jusqu'à ce qu'on appelle la vallée du Niari. Congo-Brazzaville, donc c'est à peu près là où il y a la flèche violette là sur la carte. Et en plus, non seulement ils revendiquaient ça, mais en plus, la France aussi revendiquait ça, puisque de Brazza, il s'était déjà baladé dans la région, etc. Donc, on n'arrivait pas à trancher. L'Angleterre a commencé à mettre la pression et à appuyer le Portugal pour jouer contre la France. Et donc, pour séparer tout ça, et parce qu'ils n'avaient pas de colonie, les Allemands ont devancé. Ils ont dit, ah non, on va faire une conférence, tout ça, on va se partager. Parce que les Allemands, ils n'avaient rien dans la zone. Donc, quand ils vont finir la conférence, on va donner donc à peu près les frontières actuelles. Congo, Brazzaville, Gabon, ça devient la France.
l'Angola, tout ça, machin, Portugal, RDC, machin, bon, l'État indépendant du Congo, le roi belge, il était déjà là. Ensuite, à l'est du Congo, tout ce qui est Burundi, Rwanda et la Tanzanie vont devenir allemandes. C'est dans un deuxième temps que le Burundi et le Rwanda vont devenir belges et la Tanzanie va devenir anglaise. Mais dans un premier temps, tout cet ensemble, c'était bien évidemment la colonie allemande. Avec la frontière, vous savez, le long du lac Victoria, la frontière avec le Kenya au nord. Pour ceux qui, pour rappeler un peu la géographie de la zone. C'est vrai que là, on n'a pas de carte. Et donc, c'est comme ça qu'en 1885, ils sont structurés. Donc, chaque État essayait maintenant d'exploiter au mieux, on va dire, son territoire. Donc, c'est à partir de ce moment qu'ils commencent à avoir des compagnies concessionnaires qui vont comme ça s'installer au fur et à mesure pour atteindre, on va dire, le paroxysme à partir des années 1900. Et là, c'est avec toutes les atrocités de la colonisation pour augmenter la production de caoutchouc, le fait de commencer avec les chefs locaux, couverts souvent par des chefs, par les chefs des colonies, par des chefs de région qui commençaient à faire des exactions, couper les mains, radier des villages, etc. Donc ça, c'est vraiment au début des années 1900. Vous voyez, c'est très tardif par rapport à l'histoire que je raconte. Et donc, mais à partir de là, c'est fini. À partir de là, l'ensemble des peuples ont été relativement soumis. Ils sont maintenant exploités et tout. Et par contre, il y aura progressivement dans cette période, à partir des années 1890 jusqu'aux années 1934, 1940, même au-delà pour d'autres régions, il va commencer à avoir beaucoup de révoltes anticoloniales. Donc au Congo-Brazzaville, au Cameroun, dans la région de Lubangui-Chari, on connaît bien dans les années 1930, 1928, 1930, la révolte qui va emmener à la guerre du Congo-Wara, etc. Donc, mais ça, c'est vraiment très, très tardif. Donc, ça, c'est un peu le résumé, on va dire, de ce qui se passe dans cette période où il y a énormément de mouvements, de personnages, des accords, etc. Mais c'est la période qui scelle le destin ou l'avenir du bassin du Congo. À partir de ce moment, les dés sont jetés, quoi. Et on en arrive à aujourd'hui. C'est vraiment à cette époque que ça se passe. Ensuite, là, c'est un... En gros, ce qu'on vient de voir, c'est ce qui s'est passé, on va dire, du point de vue des interactions entre l'Afrique et le monde occidental. Comment, en gros, des personnages comme Stanley... bon, ils n'étaient pas seuls. Hein. Stanley, il avait des lieutenants avec lui et d'autres qui ont participé, bien évidemment. On ne cite pas les noms parce qu'on avait plusieurs, avec tout un tas de péripéties, tout ça. Et il y avait bien évidemment de Brazza, etc. Bon. D'un autre côté, du côté Est, à la même époque, donc entre les années 1870 et les années 1900, surtout 1870-1890, il y avait de l'esclavage qui se perpétrait toujours, mais avec violence, parce que du côté Ouest, dans les années, déjà à partir des années 1880-85, on commençait déjà à, comment dire, on commençait déjà à arrêter la pratique, etc. Dans le côté Est, les Arabo-Swahili vont, donc, comme je disais au début, s'étendre au niveau de la loi là-bas, là, jusqu'à la hauteur de Kisangani, tout ça. Pourquoi? Parce que aussi les Anglais, dans leur stratégie de domination économique, ils avaient signé des traités. D'ailleurs, c'est ce qui est assez ambigu. Alors, non, pas les Anglais, mais les Belges, notamment avec Stanley, qui aurait été anglais, mais il travaillait pour Léopold II. Il avait signé des traités, des accords avec Tipo Tip, qui était ce chef esclavagiste, enfin, qui était cet esclavagiste arabo-berbère. Il lui avait donné tout un pan de territoire pour qu'il domine, qu'il aille là-bas prendre des hommes pour son commerce d'esclaves, pour l'ivoire, tout ça. Et donc, en échange, il avait permis à Stanley d'accomplir sa mission. Il lui avait donné des provisions, des hommes, des choses comme ça, dans l'une de ses missions. Et mission dans les années 70. Mais il refera ça dans les années 1890, enfin beaucoup plus tard. Mais concrètement, dans la zone, il y a les forces arabo-swahili se concentrent surtout sur la partie nord du lac Tanganyika.
Donc sur la frontière, on va dire, entre le Burundi, le Rwanda, l'est de la RDC, qui est une région qui souffre depuis très longtemps déjà, bien avant même l'arrivée des Européens, il faut le dire, et tout ce qui est devenu l'Ouganda aujourd'hui, ou le Bouganda. Vous savez, l'Ouganda est bloqué entre le lac Victoria au sud et le lac Albert au nord. Vous voyez là sur la carte, il y a Kampala. Et donc toute cette zone-là a été dominée par ce trafic arabo-swahili. Mais par contre, la partie sud du lac Tanganyika, sur la zone qui était centrée autour des Luba, des royaumes Luba, Lunda, le Kazembe, tout ça, c'est un autre personnage qui contrôlait l'esclavage dans cette zone qui s'appelait Nsiri. Nsiri, c'était pas un arabo-swahili, c'était un Africain bantou pur. Et lui, il venait d'un peuple qui est plutôt du côté de la Tanzanie, qui est étendu sur un grand territoire quand même, qui s'appelle les Nyamwezi. Et en fait, il faisait le commerce avec son père, tout ça, donc il avait traversé le Tanganyika, il était arrivé dans la zone du Katanga, justement, c'est cette zone-là. Et là, il avait commencé il avait monté une milice, il contrôlait le commerce d'esclaves dans la zone, il commençait même à dominer les royaumes historiques qui étaient là, etc. Et donc, toute cette zone a été terriblement meurtrie dans cette époque, entre 1850 et 1890. Enfin, c'était terrible. En plus, chacun d'eux, ils avaient des petits chefs qui mettaient localement. Par exemple, Tipotip, il avait un petit chef local qui s'appelait Mohamed bin Hassad Romaliza. Romaliza, ça voulait dire exterminateur, apparemment. Vous voyez déjà le personnage. Et lui, c'était un rasieur, quoi. Il rigolait pas. Et d'ailleurs, il a essayé de s'attaquer au royaume du Burundi. En gros, dans la zone, il y avait deux royaumes qui étaient structurés. Il y avait le royaume du Burundi et le royaume du Rwanda, enfin de l'Urundi et du Rwanda, qui sont collés ici contre le lac, enfin à la frontière avec la RDC ici, dans un tout petit espace. Ce qui est assez marrant, c'est que dans ce petit espace, on réussit quand même à se structurer des royaumes. D'ailleurs, ça se voit dans l'histoire de ces pays jusqu'à aujourd'hui, qui ont presque gardé leurs frontières par rapport aux autres pays autour. Et historiquement, déjà, ces pays ont réussi à se défendre, par exemple, contre beaucoup de ces arabo-swahili. Et ils ne se sont pas fait. On ne venait pas prendre des esclaves noirs de le royaume du Rwanda ou du Burundi comme on allait les prendre dans l'Ituri, par exemple. Ce n'était pas aussi facile que ça. Pourquoi? Parce qu'ils avaient créé des structures étatiques. Ils avaient créé des structures qui marchaient relativement. Parce qu'après, ils ne vont pas résister à la domination coloniale. Ils n'ont pas à la domination coloniale allemande et puis belge, tout ça. Mais concrètement, déjà sur les rapports de force qu'ils avaient par rapport aux arabo-swahili qui n'avaient pas particulièrement des fusils mitraillettes Maxim automatiques, ils résistaient parce qu'ils avaient des États. Alors que tous les peuples qui longent l'amont du fleuve Congo, la Rouimi, l'Ouélé, dans l'Ituri, tout ça, ils se faisaient rasier en masse. On les emmenait là-bas sur les côtes, ils devenaient esclaves, tout ça. Donc ça, c'est l'importance d'avoir un État. L'importance d'avoir une structure où plusieurs hommes se mettent ensemble avec les bons aspects et les mauvais aspects, mais surtout arrivent à créer une structure qui protège chacun des individus de manière efficace. Beaucoup d'autres peuples, même s'ils étaient réunis sous forme de peuples, de clans, de chefferies, tout ça, ils n'étaient pas assez structurés pour lutter contre ces arabo-swahili qui ne rigolaient pas, quoi. Donc, ça, c'est ce qui se passe à la même époque. Ce que je vous dis là, c'est entre 1860 et 1890. Donc, c'est à la même époque que Stanley faisait ses allers-retours, partait, arrivait, allait chercher Livingstone, allait remonter le Congo, tout ça. C'est à la même époque. Et donc, ça, c'est pour ce qui se passe du côté est. Ici, vous avez un zoom un peu avec une carte plus détaillée de ce qui se passe, de ce que je vais vous raconter tout à l'heure. Vous voyez sur cette carte du côté, sur le nord du lac Tanganyika, vous voyez, il y a Tipotip qui contrôlait cette zone avec ses hommes de main. Il y avait, comme je vous disais, Romaliza qui était un de ses hommes de main. Il y avait son fils qui va le remplacer aussi, qui était terrible, qui s'appelait Sefou, pas Sefiou Molotov, mais c'était pas loin. Qui va se faire tuer par les Belges parce qu'après, il y aura une guerre
des Arabo-Swahili contre les Belges pour contrôler la zone, tout simplement. Et contre les Belges et contre les Anglais aussi. Pour contrôler la zone, tout simplement, pour le commerce. Après, les Anglais, ils vont vendre ça genre, on est venu délivrer ces peuples de l'esclavage. Mais en fait, non, en fait, ils sont juste venus prendre un monopole commercial avec des stratégies différentes. Donc, les autres étaient esclavagistes frontales. Bon, les Anglais, ils avaient arrêté d'être esclavagistes frontales parce qu'ils ont quand même participé à l'abolition de l'esclavage. Mais derrière, quand les Belges vont justement mettre fin à l'hégémonie arabo-swahili, bah, on sait tout ce qui s'est passé avec les Belges pour l'exploitation du caoutchouc, tout ça. Donc, ce n'était pas fondamentalement mieux. Mais une chose est sûre, c'est que dans l'histoire, ça arrive que des méchants détruisent des méchants. Ça ne veut pas dire que, par exemple, parce que les Arabo-Swahili méchants étaient des Noirs, qu'ils étaient meilleurs ou quoi que ce soit. Non, c'est une question de rapport de force. Et puis voilà. Donc ici, par exemple, vous avez les chemins de commerce entre la côte Swahili, donc Zanzibar, Kilwa, tout ça, sur la côte. Le passage par Bagamoyo, qui était un passage clé pour aller jusqu'au bord du lac Tanganyika, là, au niveau d'Ujiji. Vous savez, Ujiji, c'est là où Livingstone était allé se recueillir, enfin, était allé parce que c'était un pôle commercial, en fait. Vous voyez bien sur les chemins. Et c'est là qu'il a rencontré Stanley, d'ailleurs. Et là, cette zone, c'est justement la zone qui était contrôlée par ce fameux Rumaliza, là. Et donc, il était un petit caporal, un petit chef de Tipo Type. Et donc, Tipo Type, il contrôlait toute cette zone-là. Après, il faut rappeler que historiquement, il y a eu un chef Nyamwezi qui s'appelait Mirambo. Donc, vous voyez ici Mirambo, qui, lui, par contre, dans une épopée unioniste, qui a voulu faire un peu ce que le Rwanda ou le Burundi avait réussi à faire, il a voulu unir les Nyamwezi pour créer une structure étatique plus forte, pour lutter justement contre l'esclavage qui était perpétré en même temps par Tipo Type, mais aussi par un ancien, un Nyamwezi qui s'est déplacé, qui s'appelle Mtsiri, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui est allé se mettre dans la zone du Kazembe, tout ça, en amont du fleuve Congo. Et lui, ce Mtsiri-là, donc, il contrôlait toute cette zone. Et lui, par contre, la particularité, c'est qu'il avait trouvé un débouché, contrairement aux Arabo-Swahili qui faisaient sortir les esclaves et l'ivoire par la côte pacifique. Lui, il avait trouvé des négociants portugo-angolais, donc des métis portugo-angolais, qui étaient dans la région de l'Angola. Donc, donc, ici, vous voyez la portugaise Ovibundu. Et Ovibundu, c'est un groupe ethnique, enfin, c'est un peuple du sud de l'Angola. Et en fait, comment dire, comment il s'appelle, Siri, grâce à ce contact portugo-angolais, ils faisaient leur deal d'esclaves et ils faisaient plutôt partir les esclaves sur la côte ouest, vers les Amériques, vers le Brésil, etc. Parce que vous savez que le Brésil, l'esclavage a été formellement aboli en 1888. C'est le dernier pays à abolir l'esclavage. Donc c'est très très tard. Là, je vous rappelle que ce dont on parle là, ça se passe entre 1860 et 1890. Vous voyez que tout ça est cohérent. Et du coup, Msiri, il collecte des esclaves dans toute cette région-là, un peu en pays au Vibundu. Il deal avec ses contacts portugo-angolais là, et il les fait sortir. D'ailleurs, enfin, sa meilleure épouse, parce qu'il était polygame, c'était la sœur de ce négociant portugo-angolais. C'est une très belle femme, apparemment, tout ça. Et d'ailleurs, Msiri, il a eu des problèmes avec son fils à cause de cette femme-là. Et il me semble que c'est son fils qui l'a descendu, un truc comme ça. Bref, une histoire assez sordide. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est pour ce qui se passait dans cette zone-là, avec les chemins, etc. Et alors, juste pour faire rigoler un peu, vous voyez sur la photo en haut, vous voyez, il y a esclavagiste Swahili, et puis en bas, il y a royaume et résistance. Donc, la photo en bas, c'est plutôt à quoi ressemblait le royaume du Burundi, là, le royaume Urundi et le royaume du Rwanda. C'était à peu près ça. Ils étaient structurés, ils pouvaient se défendre. Mais par contre, du côté des Arabo-Swahili, vous voyez, il y a deux gars qui sont assis, suivant la terminologie de certains. Donc, il y a un mélanoderme et il y a un leucoderme. Et à votre avis, qui est le big boss dans ce jeu? Tipo Type, bien évidemment, c'est le mec à droite. Hein. Tipo Type, c'est le mec, enfin, c'est celui qui ressemble à votre cousin, quoi. C'est pas du tout un leucoderme. Donc,
Lui, il contrôlait totalement le commerce d'esclaves de la région Swahili jusqu'à l'est du Congo. Et vous savez que tout l'est du Congo jusqu'à aujourd'hui, c'est une région où les gens qui vivent là-bas sont très meurtris, qui souffrent. Mais cette souffrance n'a pas commencé avec Léopold II, n'a pas commencé avec... et c'est un mensonge de dire ça. Ça n'a pas commencé avec Léopold II et ça n'a pas commencé avec l'État indépendant du Congo. Ça a commencé bien avant. Les gens de cette région souffraient déjà parce qu'on allait déjà les radier pour les emmener en esclavage sur la côte et puis pour partir vers le nord. Donc ça, c'est la conséquence de ne pas avoir une structure étatique qui protège, tout simplement. Alors, ce n'est pas de leur faute. Les pygmées qui vivent dans la région ou des petits peuples qui vivent dans la région, ce n'est pas leur faute. Parce que historiquement, ils n'ont pas fait le choix de vivre là ou bien parce que finalement, ils sont tributaires de la géographie et tout. Mais la conséquence dans l'histoire, c'est ça. C'est que ce sont les plus faibles qui se font avoir. Et là, c'est une question d'intérêt, comme disait l'anglais là tout à l'heure. Bah, là où il y a les intérêts, c'est là où il y a la domination. Donc, les Belges et les Européens sont venus, l'ont fait, mais les Arabo-Swahili faisaient la même chose. Et même des Africains, type Nyamwezi, Msiri, ils le faisaient. Ils avaient besoin d'argent, quoi. Et du coup, bah, dans cette zone, c'est une zone qui effectivement est meurtrie depuis très très longtemps. Et à mon avis, ce dont rêvent les gens de là, c'est qu'ils ont besoin d'un État. Ils ont besoin d'un État qui les protège. Et donc, c'est fondamental de comprendre justement. C'est pour ça qu'on fait l'histoire, comprendre les mécanismes et voir qu'est-ce qui fait que des groupes ont été défaillants, se sont finalement fait exploiter plus que d'autres, etc. Et pourquoi il y a des zones où des gens souffrent depuis 4, 5, 6 siècles, quoi. Et ça ne bouge pas, quoi. C'est toujours les mêmes qui en bavent, quoi. Voilà. Donc ça, c'est fondamental à avoir en tête. Ensuite, donc là, on va aller, on va clôturer notre présentation, parce que ça fait quand même 1h30, ça commence à durer. On va, comment dire, clôturer la présentation par ce qui se passe du côté Téké, donc du côté ouest du bassin. Là, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va voir ce qui se passe. C'est un peu la chronique de la disparition d'un royaume africain, comme ça s'est passé dans beaucoup de cas. Il y a eu des cas où il y a eu des vraies guerres, quoi, des vrais affrontements. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu chez les Zoulous, il y a eu chez les Akans, et puis il y a eu toutes les guerres que Samori le Malinké, tout ça, ont mené pour défendre, machin. Et puis il y a eu les petites révoltes d'Afrique centrale, enfin, d'ailleurs, hein, du Cameroun, partout. Mais concrètement, la colonisation s'est beaucoup fait par le diviser pour mieux régner. Et si le diviser pour mieux régner a si bien marché, c'est à mon avis parce qu'il n'y avait pas de structure étatique forte et surtout qu'il y avait une trop grande diversité de peuples et de visions du monde dans cette zone-là. Donc, ils étaient ils étaient colonisables, quoi, à mon avis. Et donc là, on va faire un zoom sur ce qui se passe dans la zone, mais on va un peu faire une application de ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire qu'on a déjà vu l'évolution des structures familiales. On a eu un live spécial sur les structures familiales, les interactions avec les modes de production. Voilà. Là, on va faire une petite application pour ce qui s'était passé pour le royaume Téké. J'ai essayé de faire une petite reconstitution sur la base des éléments historiques que j'ai trouvés, etc. Alors, ce qu'on appelle le royaume Congo, en réalité, c'était une sorte de fédération ethnique avec une hiérarchie clanique, en gros. Hein. C'est un peu, on l'a déjà évoqué. Et le plus important ici, c'est de voir les critères qui se répètent, qu'on avait vu dans le livre de Engels et qu'on va retrouver ici. Cette fédération clanique il y avait en gros le clan principal, vous vous rappelez, hein, la gens principale, et puis il y avait les gens filles, qu'on appelait les comment il s'appelle, Morgan a appelé chez les Indiens les fratries. Donc des clans qui descendaient d'un clan principal, ou l'un des clans principaux. Bon, ici, dans l'histoire des Téké, ils ont retenu un clan principal, un seul clan principal. Mais par contre, il y avait des clans fils, ou des gens filles. Et donc, ces gens filles-là, il y en avait 6, et ils sont là. Donc là, vous avez les noms, donc Impia, Ozala, Inkuni, Okusan, tout ça. Bon.
Ensuite, le chef, donc le Makoko, lui, il venait du clan principal, bien évidemment. Donc, et l'élection, en fait, il y avait un conseil électeur, et les membres du conseil électeur venaient forcément de ces 6 clans-là, et ils élisaient un membre du clan principal pour qu'il devienne le Makoko, donc le chef. Bon, en général, c'est des gens assez âgés, etc. Et c'était le cas à cette époque, quand De Brazza est arrivé dans la zone, donc en 1880, c'était le cas. Le Iloy premier dont on parle, il était assez âgé. Hein. Il avait probablement plus de 50 ans, voire la soixantaine. Ensuite, donc, il avait il avait deux attributs. Il avait un pouvoir religieux et un pouvoir militaire. Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous savez qu'on a déjà discuté notamment des différences entre la tradition et le progressisme, ou la modernité, si vous voulez. Et je pense que pendant plusieurs lives, 1 ou 2 lives, j'ai déjà dit que la particularité de la tradition, ou la définition de la tradition, si on devait définir la tradition, qui se répète dans différentes régions du monde et qui fait qu'on peut dire que ça, c'est de la tradition, c'est que dans les systèmes traditionnels, sous l'autorité, on va dire, royale ou de l'entité le plus haut, il y avait toujours 2 pouvoirs. C'est ce qu'on appelle, en gros, c'est ce que j'avais appelé la consubstantialité du pouvoir militaire et du pouvoir religieux. On retrouve ça chez les Teke ici. Il y avait la consubstantialité, donc l'embriquement ou l'interdépendance du pouvoir militaire et du pouvoir religieux qui lui est donné. Donc, par le pouvoir religieux, ils incarnaient leur divinité. Il était l'incarnation de la divinité sur Terre, un peu comme le roi de France était qu'est-ce qu'il disait en France? Le roi de France était, je sais pas, le représentant de, je sais pas, du dieu sur terre ou je sais pas de quoi, ou je sais pas, chez les pharaons. Ben là, pareil, chez les Teke. Et il y avait le côté militaire, et sur le côté militaire, il avait un chef des armées qui s'appelait le Ngalio. C'était le nom du chef des armées, il s'appelait le Ngalio. C'était son titre, quoi. Et il avait un conseiller, un peu pour ceux qui ont vu Game of Thrones, qui s'appelait le Ngelino, qui était un peu la main du roi. Vous voyez, la main du roi dans Game of Thrones avec la petite main qu'on accroche. Là. Bref, on va essayer pour faire un peu les parallèles pour ceux qui ont vu Game of Thrones. Et en fait, il avait une femme principale, il était bien évidemment polygame, et il avait une femme principale qui s'appelait Ngasa, et c'était une reine et elle incarnait la fertilité. Et elle était un peu le filtre pour accéder au roi, quoi. Par exemple, quand on parlait au roi, le roi ne répondait pas, c'est elle qui répondait à la place du roi, etc. Etc., etc. Bref. Et ce qui était original chez eux, c'est que dans ce conseil électeur était donc constitué de chefs féodaux. Ces chefs féodaux avaient en gros chacun un village. Enfin, ils étaient chefs dans des villages, etc. Effectivement, c'était un système féodal un peu primitif. Pas très centralisé, par exemple. Je pense que le royaume Congo était un peu plus centralisé, mais même si c'était encore moins centralisé. Bref. Mais déjà, c'est un système féodal qui fonctionnait bien, à mon avis. Et donc, certains membres du conseil, bon, déjà, le conseil, c'est ceux qui élisaient le roi. Et quand le roi était élu, il y avait tout un tas de pratiques. Par exemple, quand le roi était élu, on frappait le roi. Bref, il y avait des histoires comme ça pour bien lui montrer que tu prends des responsabilités, etc. Et qu'il faut se débarrasser d'une partie d'avant et qu'il faut prendre sur soi. Bon, bref, il y avait toute une vision du monde par rapport à ça. Je pense pas qu'aujourd'hui, ça se fasse encore. Et du coup, dans ce conseil électeur, il y avait certains chefs féodaux qui étaient directement des ministres du roi. Donc, par exemple, dans ces chefs, dans ce conseil électeur, il y avait le Ngalio, vous savez, le chef militaire, qui s'appelait Ngalieme, à l'époque du Makoko, enfin, dont on parle ici de Iloy Ier, donc l'époque de Brazza. Il y avait donc Ngalieme, qui était le Ngalio, donc le chef militaire, et puis il y avait Opontaba, qui était la main du roi, donc le Ngelino. Bon, vous voyez un peu le tableau. C'est important d'avoir ça en tête, parce qu'après, on va voir comment Stanley va foutre le bordel. Et comment, dans un deuxième temps, De Brazza va foutre le bordel et comment ça va aller en couille. Désolé pour le mot. Et en fait, vous vous rappelez que je vous ai dit que la première fois quand Stanley descendait le Congo, quand il est arrivé à hauteur de Kinshasa, il a rencontré un chef Teke qui était sur la rive gauche, donc du côté de la RDC, qui s'appelait Itsi Ngaliema. Vous vous rappelez? C'était un chef féodal, donc que vous voyez ici,
Et donc, c'est avec lui que Stanley avait fait une sorte de pack de son à l'époque, etc. Donc, en plus, Stanley lui avait offert un âne, etc. Donc, c'était magnifique parce qu'en plus, ils n'avaient jamais vu d'âne à l'époque. L'âne n'était jamais arrivé en Afrique centrale. On ne savait pas. La première fois qu'ils ont vu un âne, ils se sont dit waouh, c'est fou ce truc. Et du coup, c'est marrant, il y a Lukeni Ngaliema qui fait un don d'1 euro. Bah, très bien. C'était le moment, effectivement. Et justement, le fait d'offrir cet âne à Ngaliema, c'était fort parce que Comte de Brazza va aller voir le roi Makoko. Le roi Makoko lui demandera d'abord de lui offrir la même chose que Stanley avait offert à Ngaliema. Vous voyez un peu le truc. Et d'ailleurs, c'est avec ces petits dons, ces trucs, que va commencer à s'insinuer la division. C'est avec les modes de production, parce que les Européens, ils arrivent avec des modes de production, bien évidemment. Voilà. Parce qu'eux, ils sont dans la modernité, ils commencent à sortir de la tradition. Et si dans la tradition, c'est la consubstantialité du pouvoir militaire et du pouvoir religieux, dans la modernité, il y a l'économie. Il y a les modes de production qui viennent s'immiscer au milieu et qui commencent presque à monter, qui parfois dépassent même le niveau de l'autorité, qui désacralise. Parce que vous savez que la fonction de l'économie, notamment aujourd'hui, l'économie désacralise complètement le monde d'avant. Hein. Vous voyez la marche du monde, hein. Je ne vais pas vous faire des dessins. Bon, donc c'est un peu ça la différence entre la tradition et la modernité. Et justement, ce monde très moderne qui arrivait avec des modes de production poussés, ça, avec un vice, une envie de dominer, de diviser, tout ça, ça a fait éclater cette fédération ethnique. Donc retenez bien les personnages, hein, parce que maintenant, on va passer en mode carte. Alors, donc ici, il y a une petite carte. Et on va finir ici. Hein. Donc, je pense que c'est la dernière slide de notre longue présentation. Ici, en fait, c'est un petit zoom, en fait. C'est un zoom... alors, je vais vous montrer rapidement. Donc, vous avez vu, hein, ici, c'est une carte un peu du Congo-Brazzaville. Vous voyez le fleuve Congo, tout ça. On fait un zoom autour de la région de la Léfini. La Léfini, c'est un cours d'eau qui coulait en plein cœur du royaume Téké, parce que le royaume Téké était bordé au nord par l'Ankeni. Pour ceux qui connaissent un peu les plateaux au Congo, ils connaissent. C'est une très belle région. Et avec des cours d'eau qui creusent dans des plateaux et tout, c'est magnifique. Et on mange bien aussi. Hein. Et du coup, il y avait donc était bordé au nord par l'Ankeni et au sud par le Djoué. Pour ceux qui connaissent Brazzaville, le Djoué, c'est un fleuve qui passe au sud de Brazzaville. Donc ça, c'était la zone de prédilection des Tékés. Mais sauf qu'il y avait des Tékés au-delà, parce que bien évidemment, vous savez, les systèmes africains avaient toujours des excroissances, c'est des déplacements de génération en génération plus loin, si tant est, avec le fait que justement, on n'arrivait pas à centraliser de manière très forte, plein d'autres raisons. Ça fait que souvent, la fédération Téké en tant que telle était concentrée sur ce territoire, mais il y avait des Tékés au-delà. Jusqu'au Gabon, il y avait des Tékés. On le sait jusqu'aujourd'hui, jusqu'au Gabon, il y a des Tékés, etc. Et d'ailleurs, on parle souvent de l'arnaque de Pierre Savorgnan de Brazza qui aurait discuté avec le Makoko alors qu'il ne parlait pas de la même langue. Comment il a fait alors, il avait un Sénégalais avec lui, donc Malamine de Brazza. Mais comment il a fait pour discuter avec le Makoko qui parlait pas un mot de français ou de, je sais pas moi, de malinké ou de peul ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est parce que de Brazza, il avait un Téké qu'il avait rencontré sur l'Ogoué, donc un Téké du Gabon, qui s'appelait Ossia, qui est un petit homme. Et c'est lui qui, en fait, a accompagné de Brazza jusqu'à la cour du Makoko. Vous imaginez, pour ce gars, c'était genre la légende, tu vois, arriver à la cour du roi et tout, c'était genre... c'était par Zouria. Et donc, c'est lui qui a accompagné, et c'est lui qui a fait la traduction avec le roi Téké, etc. Donc, ça, c'est pour la petite anecdote. Donc, la carte que je vous montre là, c'est un zoom sur le gros carreau rouge sur la carte. Et vous avez le positionnement des différents chefs féodaux, comment ils étaient situés géographiquement. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me parlait des échelles, qui disait de rappeler c'était quoi les échelles, les distances, tout ça. Vous voyez sur la carte, ici, il y a une barre qui représente à peu près 100 km. Je ne sais pas si vous savez 100 km à pied ce que ça fait. À un moment donné, si vous n'avez pas de chevaux, vous n'avez pas de mode de production, de mode de locomotion rapide, etc.,
Là, si on prend depuis le nord là, de la fédération Teke, là, donc depuis l'Ankeni jusqu'à Brazzaville en ligne droite, alors je ne sais pas, ça fait longtemps que j'ai fait la route dans cette zone-là, mais on n'est pas loin des 200-250 km. Et 250 km, quand il y a une sécession d'une région et qu'il faut aller mater parce qu'on a fait ceci et machin, et qu'on n'a pas de chevaux pour se déplacer, forcément on n'a pas de voiture parce qu'à l'époque personne n'avait ça, c'est pas facile de fédéraliser des régions comme ça. Et c'est pas le seul argument, mais c'est l'un des arguments qui montre par exemple que par exemple, imaginez que vous êtes à Gao, que vous êtes Laskia, vous savez, Laskia des 100 rails. Il a une armée avec des chevaux avec lui, il a tout un régiment de cavaliers, mais les mecs, aujourd'hui, ils disent ils partent en pays, là, au nord du Nigeria, là, en pays Haoussa, ils y vont. Il y a une petite révolte là-bas, ils y vont, machin, ils y vont. Là, sur ces distances-là, c'est plus difficile de fédéraliser, c'est plus difficile d'unifier. Ce sont des petits éléments dans l'histoire qui montrent que dans certaines régions, c'est plus difficile parce qu'il manquait des choses, etc. Ce n'est pas une raison unique, mais ça fait partie des paramètres et c'est toujours important de le rappeler au bon moment. Et donc, alors juste dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit 100 km de la forêt tropicale, c'est beaucoup plus long. Effectivement. Après, il faut avouer que la particularité de la fédération Teke, notamment, ce qui différenciait par exemple les Teke des peuples qui étaient un peu plus au nord, les Teke, ils étaient déjà un peu plus fédéralisés, un peu comme le Royaume Congo, mais moins que le Royaume Congo. Pourquoi? Parce que les Teke, ils sont sur un plateau. Et ils ne sont pas dans la zone forestière en tant que telle. En fait, la limite même entre les Teke et les peuples du Nord, c'est la fin du plateau. En fait, quand arrive l'Ankeni ici au nord, le plateau s'arrête et puis après on rentre dans la forêt, vraiment la forêt vierge, hein, marécage comme pas possible. D'ailleurs, le territoire des Ngala, des Bobongi, tout ça qui descendait faire le commerce et puis rasier, tout ça. Donc, les Teke, ils étaient quand même sur un plateau. Hein. On pouvait marcher, c'était assez agréable. Hein. D'ailleurs, bon, je connais un peu la région, et puis de Brazzaville, il explique très bien. Ce sont des plateaux, etc. Voilà. C'est une belle région. Mais par contre, malgré ça, quand même, c'est pas facile. Parce que quand de Brazzaville, il arrive par l'ouest, donc il rencontre d'abord Gampéré, là. Ils marchent, ils vont jusqu'à Gampo. De Gampo, ils vont jusqu'à Gampei, et puis Gampei, là, il les emmène jusqu'à Makoko. Et c'était plusieurs jours de marche. Hein. C'était pas quelque chose qui se faisait comme ça. Donc voilà, c'est pas facile et il faut toujours rappeler ce contexte-là. Maintenant, juste pour revenir rapidement, je vous rappelle que vous voyez maintenant sur la carte où se positionnent les différents acteurs. Vous avez les différents chefs féodaux qui sont là. Donc sur la rive gauche, avant l'entrée là de l'affluent du Kasaï, là où Kasaï, au niveau du Congo, donc du côté de la RDC, au nord, il y avait un chef féodal qui s'appelait Ngobila. En RDC, on connaît Ngobila. Bon. Ensuite, du côté, à hauteur de la RDC, il y avait ce Iting Galima là, qui avait rencontré Stanley dans les années 1877 quand il descendait la première fois le Congo. Du côté droit, et donc eux, ils étaient un peu particuliers parce que c'était une extension de la fédération Teke de l'autre côté du fleuve. Donc ils étaient un peu comme écartés, ils n'étaient pas. Et d'ailleurs, bizarrement, ils seront les premiers à se désolidariser. Ce sont les premiers à pactiser avec l'État indépendant du Congo, comme par hasard. De l'autre côté, du coup, il y a les différents chefs, il y a Gantsou, Galimier, etc. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que en 80, du coup, comme je vous ai expliqué, le Makoko, il va faire le traité avec De Brazza, traduit par ce personnage Teke là, Ossia. Ensuite, il y a le traité commercial entre De Brazza, les Teke, les Bobongi, pour faire une sorte de pacte Teke, bon, c'est un pacte franca, je ne sais pas, mais en tout cas, un pacte sur le fleuve pour faire le commerce sur toute cette portion de fleuve. Bon. Sauf que, donc, De Brazza est fini, il a son traité qu'il essaie de aller faire ratifier en France, il quitte la zone en 82. Quand il quitte la zone en 82, Léopold II appelle Stanley pour lui dire « Mince,
enfin appelle, il y a pas de téléphone à l'époque, donc il lui fait un télégramme ou je sais pas quoi et il dit à Stanley: De Brazza a réussi à avoir un, enfin, De Brazza s'est baladé dans la région et cetera. Il faut aller voir dans la zone. Donc Stanley, il va dans la zone, il se rend compte que De Brazza a ratifié un traité et qu'il essaie d'aller le faire, enfin qu'il a signé un traité avec le Makoko pour prendre toute la zone qui appartenait au Teke, même au-delà parce que c'était une arnaque, ils n'allaient pas s'arrêter aux frontières. Et du coup, il apprend ça et qu'il apprend que bah, ça a été fait du propre gré de Brazza et qu'il essayait d'aller le faire maintenant ratifier en France pour que ça devienne officiel, pour que le territoire appartienne vraiment à la France, etc. Donc, il rappelle Léopold II pour lui dire essaie d'empêcher que De Brazza réussisse à faire ratifier le traité. Donc, c'est toute une histoire rocambolesque, on pourrait presque faire un film dessus. Et derrière, qu'est-ce qu'il s'attelle à quoi Stanley? Il s'attelle à mettre les bâtons dans les roues pour que le traité sur place, que les chefs Teke trahissent De Brazza, trahissent le traité qu'ils ont passé. Sauf que De Brazza, il a passé le traité qu'avec le Makoko, c'est le chef. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le Stanley? Il va commencer à séduire maintenant les chefs locaux. Donc, il va aller voir le Ngaliema là, de l'autre côté du fleuve. Et d'ailleurs, le Ngaliema va lui donner tout un site, le site qui va devenir Léopoldville et qui va devenir Kinshasa. Ils vont commencer à faire du commerce avec Ngobila. Donc, parce qu'à l'époque, ils commencent déjà à avoir des bribes d'État indépendants du Congo. Ils vendent des armes, etc. Vous imaginez, il va voir un chef féodal, il lui emmène quelques bibelots, il dit on peut faire du commerce, il lui vend des armes. Les mecs, ils se sentent puissants. À la limite, il veut devenir chef à la place du calife, à la place du calife. Donc les mecs, ils commencent un peu à se révolter. À partir de 1884, ça part complètement en couille parce que Ngaliema, il signe carrément un accord avec l'État indépendant du Congo. Donc il crée ce site-là de Kinshasa qui donne à l'État indépendant du Congo. Il consomme complètement sa séparation de la structure centrale avec le roi Teke. Ensuite, il y a plusieurs révoltes qui suivent. Il y a par exemple, il y a un dénommé Ikokuri, là, qui est le neveu de la main du roi, qui s'appelait Opontaba, comment dire, qui ne s'entend plus avec son oncle, etc., et qui décide de faire du commerce, acheter des armes avec l'État indépendant du Congo, profiter des modes de production européens. Bon. Séparation également. Donc, il commence à avoir plein de problèmes, des histoires de jalousie, parce que telle personne a accepté de traiter plutôt avec les Belges, enfin avec Stanley et l'État indépendant du Congo, et que finalement, ils ont plus de moyens, ils font plus de choses, etc. Donc, il commence à avoir presque une course et une certaine défiance, parce qu'il y a des trahisons, il y a des neveux qui trahissent leurs oncles. C'est une tragédie. Une tragédie grecque. Et du coup, par exemple, il y a certains rois, tels que Ngobila, par exemple, qui commencent à s'enrichir, etc. Et à l'époque, vous savez bien que ce sont des économies de la subsistance. Quand quelqu'un commence à s'enrichir énormément, il commence à, voilà, on sent que sa cour prend des matières premières qu'on n'avait jamais vues avant, des nouveaux tissus, des étoffes, des armes, etc. Et tout ça, ça commence à devenir compliqué. Donc, à cette époque, c'est l'époque où ce bras droit de Brazza intervient. Et c'est pour ça que je disais qu'il joue un rôle fondamental. Il s'appelait Malamine. C'était un Sénégalais qui serait tout couleur, qui serait un tout couleur. Bon, ses origines ne sont pas très claires. Il s'appelait Malamine Camara et il accompagnait, c'était le bras droit de Brazza. Et quand De Brazza est reparti en 82 en France, il a laissé pour qu'il gère un peu, qu'il essaie un peu de maintenir les accords pour pas que que Stanley fasse signer, enfin fasse dédire leurs accords avec De Brazza et finalement qui s'allie à l'État indépendant du Congo. Malamine, pendant 2 ans, il va jouer des mains, des pieds, de tout ce que vous voulez, et il va aller voir tous les chefs féodaux pour les convaincre de ne pas aller du côté de l'État indépendant du Congo, du côté de Stanley. Donc finalement, Stanley, il n'aura que Ngaliema, il aura un peu Ngobila parce qu'il fera toujours du commerce avec eux, mais globalement, du côté du Congo-Brazzaville, du côté de la rive droite, Malamine va quand même bien faire son travail. Au point où Stanley, il va entendre parler de Malamine et il va décider de le rencontrer. Il va aller rencontrer Malamine et il va faire une description de Malamine. Et
bah, c'est l'une des descriptions qu'on a de Malamine venant d'une personne qui ne l'appréciait pas forcément et qui ne l'avait pas vu avant. Et il fait des éloges de Malamine parce qu'apparemment, c'était un type qui savait tout faire. Il était costaud, il était grand de taille, il avait une intelligence, une finesse presque politique. C'était un super chasseur. Il était apprécié de tous les villageois. Enfin, c'était vraiment un type particulier qui a eu du coup un impact sur le pont d'histoire de cette zone-là. Alors que c'était un gars qui venait d'ailleurs et qui n'avait à la base rien à voir avec toute cette histoire. Alors, il y a Stéphane qui demande si Malamine parlait Téké. Au début, il ne parlait pas Téké, mais il a très vite appris le Téké. Il était adoré des villageois. Il chassait le crocodile, enfin, il était incroyable apparemment. Et il a très vite appris le Téké, il parlait avec les Téké, il allait voir les chefs, tout ça, au point où Comte de Brazza va revenir en 1884. Le roi Téké va demander que Malamine soit là. C'est pour vous dire que comment il a eu un point important sur les relations entre De Brazza et les chefs féodaux qui étaient restés après, derrière, et comment il a empêché que Stanley étende l'État indépendant du Congo du côté du Congo-Brazzaville. Et du coup, donc il a relativement réussi sa mission. Et du coup, mais par contre, comment il s'appelle donc, comment dire, Stanley va à la rencontre de Malamine. Donc il dit c'est un homme, bah, il le déteste parce que bien évidemment il joue contre lui. Et par contre, c'est un British gentleman. Donc il reconnaît que c'est un gars bah, incroyable. Enfin, il a plein de talents, tout ça, machin. Et donc il y a une confrontation entre les deux. Il y a presque une course à aller essayer de convaincre les chefs féodaux. Et les chefs féodaux se divisent totalement. Il y a des suspicions de tous les côtés. De tous les côtés. La main du roi qui s'appelait... Là, à partir de ce moment, on est rentré dans Game of Thrones. D'ailleurs, si vous connaissez des gens chez Netflix, vous pouvez venir. On peut tourner une série hein, sur le monde Téké. Hein. On va appeler ça, je sais pas, Tékéland ou je sais pas quoi. Et c'est comme Game of Thrones. Il y a la main du roi commence à... Il commence à trouver que le Makoko, il était maintenant trop... il était maintenant trop proche de Brazza. Il croyait maintenant un peu trop en de Brazza. Et du coup, cette main du roi, là, au Pontaba, il va aller voir d'autres féodaux, donc notamment Gantsu, qui était son neveu, et Ngalieme, il me semble. Et il va lui dire, bon, si je vais tout seul parler au roi, il va peut-être se dire que je suis jaloux, tout ça. Donc, il va les prendre tous les trois pour qu'ils aillent dire au roi, méfie-toi de Brazza, méfie-toi des Blancs, entre guillemets, parce qu'ils sont malicieux, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, etc. Mais le roi, lui, il avait un rapport direct avec De Brazza, et puis Malamine avait bien fait le travail. Malamine avait vraiment gagné leur confiance par ce qu'il faisait, par les actions qu'il menait, il aidait les gens et tout. Donc, Makoko, il était assez, voilà, il était dans l'embarras, il ne savait pas trop quoi faire. Mais il les a quand même entendus. En fin stratège, De Brazza, quand il revient, il se rend compte que Malamine a assez bien géré la situation, mais par contre, il est en train de perdre la confiance du Makoko. Parce qu'il s'est rendu compte que la main du roi est en train de tourner un peu le roi. Et là, De Brazza, il fait quelque chose qui est très vicieux. Il fomente un complot. Il fait croire, pendant une nuit, il fait croire au Makoko qu'il y a un coup d'État qui a été, comment dire, il y a une sorte de coup d'État, on a voulu atteindre à sa vie. Donc, et il lui dit, il faut qu'on te mette en surveillance, en résidence surveillée. Avec bien évidemment des soldats qui étaient des laptos, enfin, qui n'étaient pas forcément français d'origine, mais il y avait des laptos sénégalais, il y avait un chef de réserve ou je ne sais pas quoi français, qui s'appelait Deschavannes à l'époque, et il y avait des laptos sénégalais, etc. Donc, ils font mettre le roi dans son propre royaume, dans sa propre région. On le fait mettre en résidence surveillée, soit disons pour le protéger contre les mauvaises visées de son premier ministre. À partir de ce moment-là, ça part en couille parce que le roi, il fait confiance à De Brazza. Il donne presque sa garde personnelle à De Brazza. Donc, il se fait presque... Enfin, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des Léomba, on n'est pas loin. C'est à peu près les mêmes pratiques. Et du coup, il est en résidence surveillée. Et comment il s'appelle
le Premier ministre, bah, il est déçu parce que finalement, le roi ne fait pas, enfin, il ne joue pas de son côté, et cetera. Et du coup, il commence à avoir beaucoup de tensions, au Pont-Tabac, là, il commence pour le coup vraiment à se radicaliser, à devenir une sorte d'opposition par rapport à la figure, du roi. Mais malheureusement, que ce soit lui, que ce soit le roi, ils n'ont pas les armes pour se défendre. Ils n'ont pas les moyens. Parce que à partir des années à partir de là, ce que je vous disais, ça se passe en 84, mais en 85, il y a la conférence de Berlin et finalement, les Européens, ils se mettent d'accord. Donc, toutes les promesses de Brazza en disant: «Oui, vous allez être un protectorat, français pour vous protéger, par exemple, contre les Belges qui ont des mauvaises pratiques» et cetera, ça ne marchait plus puisque les Européens, entre eux, ils se sont entendus déjà sur les frontières. Donc, à partir de ce moment, du côté de Makoko, on perd la confiance en De Brazza. Du côté de la France, De Brazza, il joue double jeu parce qu'il veut, comment dire, il veut un Congo français, mais en même temps, il ne veut pas les compagnies concessionnaires. Il ne veut pas qu'il y ait des compagnies concessionnaires telles que ça va devenir, c'est-à-dire des territoires entiers dominés par, euh, par des compagnies privées qui font la police eux-mêmes, qui exploitent les gens, etc. Il ne veut pas ça. Et donc, il va faire il va faire des rapports, etc. Pour essayer d'empêcher ça, mais ça ne va pas marcher. Parce qu'une fois que l'État va s'engager et va ratifier son traité, bah, l'État rentre dans le game et l'État fait comme il veut. Donc l'État commence à envoyer comment dire, des administrateurs de colonies qui arrivent avec des politiques qui, pour beaucoup, étaient opposées à la vision de Brazza. Et De Brazza va tranquillement se faire écarter d'un peu de ce qu'il avait accompli lui-même, de son œuvre. C'est un peu la bête de Frankenstein qui se retourne contre son maître. Et du coup, les nouveaux administrateurs qui vont arriver, surtout les chefs, les nouveaux lieutenants qui vont arriver, type de Chavannes et tout, eux, ils vont plus rigoler. Hein. Comment dire, le Makoko, il a été complètement encerclé, il a été neutralisé. En plus, quand c'est comme ça, si la main du roi et le roi ne s'entendent pas, vous voyez bien que le royaume est séparé. Parce que, vous savez, en Afrique, les gens, ils fonctionnent en clan. Et vu que donc c'est des histoires de famille et tout, et des séparations. Donc chacun avait de groupes de personnes qui soutenaient l'un l'autre. Il y a une division profonde dans le royaume. Et bah, ça fait que le royaume, il s'effondre comme ça, et en plus, ils n'ont pas les moyens matériels de se défendre. Bah, à partir de ce moment, toute la région commence à se faire coloniser. En rentrant par là, comment dire, les différentes compagnies concessionnaires vont venir avec enfin, les différents les vagues de militaires, avec bien évidemment aussi des prêtres qui vont venir. Et à partir de ce moment-là, ça va devenir l'ordre colonial. C'est-à-dire, si vous ne payez pas les taxes, si vous ne donnez pas des ravitaillements en nourriture qui vous sont demandés, alors vous allez le payer d'une manière ou d'une autre. Quand il y a des révoltes, on rasiait les villages, on massacrait les gens, etc. Donc là, on rentrait vraiment dans la période voilà, la colonisation pure. Là, on a dépassé les années 1894. Il commence à avoir des nouveaux personnages qui vont arriver, tels que les frères Tréchaud, tout ça. Bon, ça, c'est une histoire un peu tardive. Et donc, à partir des années 1900, là, vraiment, la colonisation, on est entré en plein dedans. Et puis, c'est tout ce qui va emmener 1900 jusqu'à 1960, donc les 60 ans de colonisation. Et puis, vous savez, l'histoire qu'il va y avoir derrière. Voilà. Donc là, c'est l'exemple concret de comment une structure qui marchait dans un certain monde, dans un monde où ils étaient pas seuls, mais en tout cas dans un monde où il n'y avait pas des modes de production très élevés, comment dire, ils étaient dans des structures familiales qui fonctionnaient assez bien. Comment des sociétés, d'ailleurs, qui viennent avec des modes de production qui sont plus efficaces, avec comment dire, bon oui, des modes de production. Et c'est surtout ça qui fait changer le game, et aussi comment dire, les types de relations que les gens avaient, et le fait surtout que le royaume n'était pas totalement unifié. C'est-à-dire que les velléités d'indépendance étaient très faciles. Et ça, on le retrouve même dans le royaume Congo. Dès qu'on avait éclaté un peu le roi qui avait fait l'unanimité au royaume Congo, c'était fini. Les chefs de clan voulaient tous devenir calife à la place du calife. L'ordre traditionnel qui faisait à peu près accepter à tout le monde n'était presque plus accepté.
Par exemple, il y en a certains qui commençaient par exemple, il y a l'un des neveux là, de la main du roi qui va voler carrément comment dire, je sais pas comment on appelle ça, les sceptres royaux. Enfin, ça va partir complètement en sucette. Pourquoi? Parce que bah, déjà, la nature humaine est ce qu'elle est. On n'a pas assez contraint par une structure qui unifie, qui structure et qui punit très rapidement les petits chefs. C'est ça, quand on voit la monarchie absolue, on se dit oui, c'est juste un truc comme ça. C'est ça la monarchie absolue. C'est avoir tellement peur que l'étranger anglais vienne prendre une portion de mon territoire que je ne dois pas rigoler. C'est ça. Et alors que dans des structures qui étaient assez détendues, assez light, oui, parce que aussi il n'y avait pas les moyens, il n'y avait pas des moyens de déplacement, enfin, il y a plein de paramètres. Ça fait que quand on n'est pas assez fédéralisé, ben, la division est très facile et le royaume Congo a connu ça, a été éclaté à cause de ça à partir du XVIe siècle. Le royaume Teke a connu ça et plein d'autres royaumes encore qu'on pourrait comme ça en retrouvant comment dire, les archives, etc. Donc voilà, ça c'est un peu l'histoire du bassin du Congo que j'ai essayé de balayer parce que bien évidemment, il y a énormément d'événements et c'est encore plus large que ce que je vous ai montré là. Et même moi-même, chaque jour, je me rends compte que quand je découvre des nouvelles choses, je découvre même des nouveaux personnages encore. Je me rends compte que en fait, je connais moins de 20% de l'histoire chaque fois que je découvre des trucs, quoi. Je me dis: «Comment c'est passé à côté de moi?» Donc c'est toujours très intéressant. C'est presque comme des films, quoi. Et je pense que le step d'après serait peut-être de commencer à faire des films sur ça. Peut-être, ça passe peut-être mieux que l'écriture. Parce que bon, les gens n'aiment pas particulièrement lire et peut-être que voilà, ça mais l'histoire derrière ça, c'est, dans certaines régions du monde, les gens ont été très réactifs et bon, parce qu'aussi l'environnement l'a permis. Mais ils ont été très réactifs et ont très vite compris que, en même temps, c'est comme aujourd'hui dans les discours, qu'on voit dans les débats télévisés: «Oui, mais en même temps, ça va, on peut faire ceci, on peut ne pas être fédéral, enfin, on peut être fédéral avec l'identité de chacun, mais en même temps survivre». L'histoire, l'histoire t'apprend que, il y a ceux qui ont fait un certain modèle, qui ont contraint, qui ont fait ceci, bah, ça marche et ça marche tellement bien qu'après ils vont marcher sur des territoires entiers et cetera. Donc le but de l'histoire, c'est de bien comprendre, comment dire? Comprendre l'histoire, et après, s'adapter. Parce que, l'adaptation, c'est la seule condition pour la réussite ou pour la survie. Donc voilà, voilà, c'est un peu ça le but de l'histoire et c'est,